L'histoire commence avec le groupe d'aventuriers le plus puissant, appelé le bataillon Aile d'Argent, tentant d'abattre un énorme dragon de glace. La bataille commence, alors que le dragon balance sa queue à travers le champ de bataille. Mais les aventuriers l'esquivent, et ripostent en utilisant leurs sorts d'attaque les plus puissants. Mais ils ne font aucun dégât à l'énorme bête. En réponse, le dragon riposte avec une attaque de souffle de glace, et les force à lancer une magie de défense. Mais son attaque est trop forte pour la mage du groupe, et elle brise sa barrière facilement. Mais juste avant que l'attaque du dragon ne puisse l'atteindre, le cuisinier du groupe, Denny, se précipite et la bloque avec son bras. Mais malgré cela, l'attaque du dragon blesse le bras de la mage. Voyant cela, Denny utilise sa magie pour confectionner une potion de soin, et aide la mage blessée, remontant son moral. Observant tout cela, la vice-capitaine du groupe, Cathy hoche la tête en signe d'approbation avec un sourire. Mais le capitaine du groupe, Vigo, semble être jaloux de leur cuisinier pour une raison quelconque. Frustré, Vigo invoque une dague magique et lacère l'œil du dragon, ce qui rend le dragon fou furieux. Et il libère une rafale de sombres éclairs pour attaquer les aventuriers. Cathy et le capitaine tentent une dernière fois d'attaquer le monstre ensemble. Et leurs efforts échouent lamentablement. Et tout le groupe est forcé de battre en retraite. Plus tard, le capitaine convoque une réunion urgente pour discuter de quelques affaires importantes. Bien que la place de la vice-capitaine semble être vide, Denny rompt le silence en demandant pourquoi ils ont été convoqués. Et c'est là que le capitaine prend la parole, le blâmant pour leur récent échec. Il dit qu'ils auraient pu gagner si Denny n'était pas intervenu et n'avait pas effrayé le dragon, avec sa compétence de voix terrifiante. Denny proteste contre lui, précisant que Vigo était celui qui lui avait ordonné de le faire. Mais Vigo refuse catégoriquement, et affirme qu'il ne prendrait jamais une décision de débutant pareil. Denny se souvient que leur but était de collecter les drops rares du dragon, mais une fois qu'il est entré en mode rage, ce n'était plus possible. L'équipe étant bloquée dans une situation dangereuse, c'est Vigo qui lui a dit d'utiliser la compétence d'intimidation, appelée voix effrayante. Ils ont peut-être échoué la quête, mais grâce à cette action, tout le monde s'en est sorti vivant. À l'époque, Denny respectait Vigo pour avoir pris une décision si audacieuse. Mais maintenant, on dirait que le capitaine utilise juste ce moment pour lui rejeter toute la faute. Vigo va même jusqu'à accuser Denny d'être un espion d'un groupe rival, et finit par expulser le pauvre cuisinier du groupe. Denny regarde autour de lui, espérant que quelqu'un prendra sa défense. Mais toute l'équipe reste silencieuse, trop effrayée pour dire quoi que ce soit devant le grand chef. Ayant plus le choix, Denny s'y conforme aussi silencieusement. Vigo traite ensuite le grand gaillard de simple chef, ce qui le pousse à bout. Denny décide finalement de se défendre, boostant ses couteaux de boucher avec de la magie, pour se préparer au combat. Le capitaine continue de lui lancer des insultes, et dit que même si tous deux sont de niveau 99, Denny n'est toujours qu'un cuisinier, qui n'a pas sa place dans leur groupe. Alors que la tension monte, tous deux libèrent une aura dominante. Et, juste au moment où il semble qu'une bataille est sur le point d'éclater, au QG du dragon d'argent, Denny abandonne. Il claque la table, et dit que ce groupe n'est plus son problème. Puis il sort pour commencer un voyage de rêve en tant que chef. Alors qu'il marche dans les rues animées, Denny jette un coup d'œil en arrière, sachant qu'il est temps de dire adieu à la capitale royale. Juste à ce moment-là, une petite fille le bouscule, et lâche accidentellement son ballon. Denny lâche rapidement son sac et saute pour l'attraper. Le lui rend et lui conseille de ne pas lâcher les choses qui lui sont importantes. Pendant ce temps, Vigo observe tout de loin, et esquisse un sourire maléfique, tandis qu'il décide tranquillement de mettre son véritable plan à exécution. Juste au moment où Denny sort de la ville, Cathy arrive en courant derrière lui, tandis que Denny continue de marcher. Elle essaie de l'arrêter et demande qui s'occupera de l'alchimie et préparera les médicaments et la nourriture pour eux, maintenant qu'il part. Denny lui dit que quelqu'un d'autre avec les mêmes compétences prendra bientôt sa place. Donc elle devrait trouver ses repas ailleurs. Cathy le suit et essaie de le convaincre, en disant que leur groupe est devenu le plus fort du monde, grâce à lui et que la plupart des membres ne savent même pas qu'il les a soutenus depuis l'arrière tout ce temps. Elle fait une dernière tentative désespérée pour l'arrêter. Et quand ça ne marche pas, elle lui demande de cuisiner au moins un dernier dîner. Et peut-être quelques autres repas. Denny la regarde, et lui demande si c'est vraiment la seule chose à laquelle elle peut penser. Cathy réalise que rien de ce qu'elle dit ne changera son avis. Alors elle lui demande ce qu'il compte faire maintenant. Et Denny partage son rêve d'ouvrir un restaurant, et la remercie de l'avoir laissé rejoindre Silverwing. Il se souvient que Vigo était jaloux de la proximité entre Denny et Cathy, et il semblait toujours qu'il s'intéressait à elle. Denny s'excuse de ne pas pouvoir rester, et lui dit au revoir, alors qu'il laisse derrière lui sa vie d'aventurier. Alors que l'histoire continue, Denny arrive finalement dans une petite ville, où il compte ouvrir son restaurant. Il commence à chercher des fournitures et entre dans une boutique, où le propriétaire, Polvo, essaie de le duper pour qu'il achète un réfrigérateur trop cher, appelé Glacière. Juste avant que Denny ne fasse l'achat, il se souvient de quelque chose de son livre préféré.
Comment ouvrir un restaurant pour aventuriers à la retraite? Il l'ouvre rapidement pour confirmer qu'il est préférable de maintenir les coûts de démarrage bas. Puis il se souvient qu'il peut utiliser la magie de la glace, et dit au commerçant qu'il n'aura finalement pas besoin de la glacière. Après avoir quitté la boutique, Denny brandit fièrement son livre, car il compte le suivre à la lettre. Il achète une propriété abandonnée à très bas prix, traite les fournisseurs locaux avec le respect qui leur est dû, et achète ensuite des casseroles pour sa cuisine. Juste au moment où il pense avoir tout préparé pour commencer, il remarque une page dans le livre qui suggère d'engager un serveur au lieu de travailler seul. À ce moment-là, il voit une foule rassemblée autour d'un marchand d'esclaves. L'homme vend une esclave, une fille qui était autrefois la fille d'une famille noble. Mais ses parents ont été vaincus et exilés. Le marchand d'esclaves la vend beaucoup, afin de la vendre à un prix élevé. Et les gens dans la foule font toutes sortes de commentaires dérangeants à son sujet, ce qui rend Denny mal à l'aise. Mais il se dit qu'il ne peut pas aider tout le monde. Cependant, quand la jeune fille lève son visage et le regarde, Denny voit soudain le reflet de son ancien lui-même. Dans ses yeux, les gens commencent à placer leurs enchères, de 300 000 jusqu'à 800 000. Denny dépasse soudainement les bornes, et fait la plus haute offre d'1 million. Ce qui laisse toute la foule sans voix. Le marchand d'esclaves s'excite, et est sur le point de vendre la jeune fille à Denny. Mais de nulle part, Polvo intervient et offre 1,5 million. Incapable de tolérer cet homme étrange, Denny augmente immédiatement son enchère à 2 millions. Les enchères continuent et dépassent les 4 millions. Et au final, Denny dépense tout son argent pour acheter la jeune fille, ce qui le laisse avec presque rien pour lui-même. Après cela, il l'emmène changer de vêtements. Et elle est très mignonne dans sa nouvelle tenue. Ce soir-là, la jeune fille suit discrètement Denny, même s'il lui dit de rester près. Elle finit quand même par se perdre. Elle est bousculée. Bouscule des gens encore et encore. Et se fait gronder par eux, peu importe où elle regarde. Tout ce qu'elle voit, ce sont des monstres, debout dans un monde froid et inconnu. Elle reste immobile, serrant fortement sa robe. Et à ce moment-là, Denny la trouve, et lui dit qu'elle l'a inquiété en se perdant, la ramenant chez lui. Il s'excuse même d'avoir marché trop vite pour elle. La jeune fille dit enfin quelques mots, et lui demande pourquoi il l'a achetée. Denny répond que c'était, car elle lui rappelait quelque chose de son passé. Il s'assure ensuite qu'elle se sent à l'aise, et lui demande son nom au début. Elle lui dit de l'appeler simplement esclave. Mais quand il insiste gentiment, elle lui révèle enfin que son nom est Ather. Denny se présente poliment à son tour. Et quand elle demande ce qu'elle est censée faire, il lui dit qu'elle peut utiliser le 2e étage, comme elle le souhaite, et qu'elle est libre de partir si elle le désire un jour. Alors que la jeune fille le regarde avec incrédulité, son estomac gargouille bruyamment. Alors Denny sourit, et lui dit d'attendre pendant qu'il prépare quelque chose à manger. Le chef travaille avec une grande habileté, ajoutant un ingrédient après l'autre avec précision, concoctant un plat éclatant en quelques secondes. La jeune fille observe tout ce qu'il fait, et au moment où elle prend une cuillerée de nourriture, ses yeux s'illuminent de joie, et elle termine rapidement l'assiette. En versant des larmes, Denny comprend que la jeune fille a dû traverser beaucoup d'épreuves. Il choisit donc de ne rien lui demander sur son passé, jusqu'à ce qu'elle se sente prête à se confier à lui. Il sourit en la regardant savourer le repas. Mais alors qu'il lui demande comment elle trouve le plat, Ather finit par trop se gaver, et commence à s'étouffer avec la nourriture, faisant des bruits étranges, ce qui inquiète Denny quant à ce qui arrivera si quelqu'un les entend le lendemain matin. Le lendemain matin, Ather a déjà nettoyé tout l'endroit, le faisant briller. Denny lui donne un ensemble de vêtements de cuisine, et commence à lui faire goûter les plats qu'il prépare. Il l'implique dans chaque petite tâche, et au lieu de le suivre à distance, la jeune fille marche maintenant à ses côtés. Une fois les préparatifs terminés, Denny élève la voix avec énergie, et lui fait même taper les poings. Avec lui, il décide de nommer l'endroit restaurant des aventuriers, et commence à expliquer les nouvelles tâches d'Ather. Il lui dit qu'elle est désormais leur égérie. Et Ather commence même à faire semblant d'agir comme une serveuse. La voir si motivée rend Denny fier. Et vraiment heureux, il jette un dernier coup d'œil autour de lui, pour vérifier que tout est en ordre. Après avoir confirmé qu'ils sont enfin prêts à ouvrir, il crie fort, demandant à son premier client de se présenter bientôt. Il espère les rendre accros à sa cuisine, afin qu'ils reviennent manger 3 fois par jour. Et surtout, il espère qu'ils le paieront réellement, car il est maintenant complètement fauché. Pile à ce moment, la porte du restaurant s'ouvre en coulissant, et un aventurier entre, vêtu d'une armure de style rétro. En voyant le client, armé de la tête aux pieds d'une lourde armure, sans la moindre fente, Denny reste sans voix. Mais il se souvient alors de la leçon du guide, qui dit que parfois, des clients troublés qui ne veulent pas être dérangés viennent, alors, il faut respecter leurs limites, et rendre leur séjour confortable. Avec ça en tête, Denny lui sourit, et dit à Etlier d'apporter un verre d'eau, tandis que le chevalier s'assoit et lit tranquillement le menu.
Denny le fixe intensément, pensant que le chevalier lui demandera un plat difficile à préparer. Mais il pointe timidement du doigt un petit bol de riz. Et ensuite une garniture. Denny lui demande s'il veut autre chose. Mais le chevalier refuse fermement. Alors après lui avoir demandé s'il mangeait peu, et qu'il dit non, Denny réalise vite qu'il est juste fauché. Après cela, Denny soupire, et fait savoir au gars qu'il va préparer un katsudon. Mais la voix du chevalier tremble, tandis qu'elle explique qu'elle n'a pas assez d'argent. Étant irrité, Denny dit qu'un homme fort doit bien manger. Mais après avoir réfléchi une seconde, il réalise qu'il a entendu une voix de fille. À l'intérieur du casque encombrant, quelques minutes plus tard, la demoiselle chevalier nommée Henrietta lui révèle que son groupe l'a aussi exclue et les qualifie d'horribles parce qu'ils ont dit que la raison était que les chevaliers femmes ne sont pas fortes et ne deviennent qu'un fardeau. Donc ils n'en ont pas besoin dans leur groupe. Elle dit que le genre n'a rien à voir avec les compétences. Et Denny est d'accord. Mais elle admet aussi qu'elle n'est que de niveau 23 pour l'instant. Et il pense qu'elle se débrouille bien pour son niveau. Puis elle s'enthousiasme pour le groupe le plus fort. Elle d'argent, car leur vice-capitaine est aussi une épéiste. Comme elle, Henriette est une fan inconditionnelle de la légendaire épée écarlate rapide, qui est considérée par certains comme la plus forte épéiste jamais née. Mais Denny marmonne qu'elle peut être une vraie plaie. Et quand elle demande ce que cela signifie, il fait semblant de n'avoir rien dit. Ensuite, Henriette confesse qu'elle cherche un groupe sans parler, pour qu'ils ne découvrent pas qu'elle est une fille. Mais c'est assez difficile de rejoindre un groupe, sans leur parler réellement. Et maintenant, elle n'a plus ni argent ni travail. Après avoir terminé sa séance de thérapie, Denny lui sert un katsudon appétissant, et lui dit de le déguster pendant qu'il est chaud, et de le rembourser une autre fois. Sans perdre de temps, les yeux d'Henriette pétillent, au moment où elle mord dans la côtelette croustillante. Et c'est si bon qu'elle s'en met plein les joues, et l'appelle le meilleur plat du monde. Quand elle le remercie après avoir mangé, il lui dit de devenir une habituée, si elle veut le remercier. Et Henriette est partante, si ce n'était le fait qu'elle ne peut pas gagner d'argent sans un groupe. Entendant cela, il a l'idée de demander à ses clients s'ils ont besoin d'une chevalière, et lui demande de revenir manger bientôt, afin qu'il puisse lui dire s'il a trouvé un groupe. Peu après, un groupe de gars arrive au restaurant. Et aussi, est surpris de voir à quel point toute la nourriture est délicieuse. Et la petite serveuse est plutôt mignonne aussi. Ils font un compliment à Denny, ce qui le rend heureux et il demande à Aitley si elle est contente qu'il l'ait trouvée mignonne. Aussi, mais elle s'éloigne silencieusement, ne montrant aucune émotion, bien qu'elle ait l'air beaucoup plus heureuse qu'avant, alors qu'elle sert timidement une gentille vieille dame. Juste à ce moment, Denny entend les gars dire « Il est temps pour leur prochaine aventure ». Il leur demande s'ils forment un groupe, et leur dit qu'il connaît une épéiste cherchant à rejoindre, en apprenant que c'est une fille et qu'elle est assez douée. Leur chef est plus qu'heureux de la recruter. Et il dit à Denny qu'elle peut se joindre dès le lendemain. Denny est un peu surpris de la rapidité avec laquelle ils ont accepté, et le gars explique que son groupe a désespérément besoin d'un puissant attaquant. Plus tard ce soir-là, Henrietta est incrédule devant la rapidité avec laquelle Denny lui a trouvé un groupe et le remercie, disant qu'elle montrera sa gratitude en dépensant sa première paie dans son restaurant. Cependant, Denny y réfléchit un peu et dit, même s'il les a trouvés pour elle, qu'elle devrait être plus prudente quant au groupe qu'elle rejoint. Mais avant qu'il n'explique ce qu'il veut dire, elle lui dit que ce n'est pas grave, et qu'elle ne pourra rien faire si elle se tracasse pour chaque minuscule détail. Voyant qu'elle a pris sa décision, il lui sert un autre plat délicieux, qui fait fondre toutes les inquiétudes d'Henrietta. Et elle promet de lui rendre sa gentillesse, tout en parlant maladroitement, et en mangeant la bouche ouverte. Quand elle se demande à voix haute ce qu'elle devrait commander demain, il réalise qu'elle pourrait vraiment manger tous ses repas chez lui. Et sur ce, ils se disent au revoir cette nuit-là, pendant que Denny et Aitley nettoient à l'arrière. Les deux derniers clients parlent de la qualité de sa cuisine. Et juste après ça, les filles discutent de la rumeur qui circule à propos d'un groupe de gars qui recrutent des aventurières solo, et les agressent ensuite, après les avoir emmenés profondément dans le donjon. Cela attire instantanément l'attention de Denny. Et il entend la fille mentionner que les gars n'ont pas été attrapés, parce qu'ils laissent la fille là pour cacher les preuves, et déménagent dans la ville suivante, après l'avoir fait 2 ou 3 fois. Après avoir écouté toute l'histoire, le groupe de 4 gars lui vient à l'esprit. Mais il espère qu'ils ne sont pas les méchants. Le jour suivant, après qu'Henrietta se soit présentée, leur chef, Steve, et les 3 autres gars se présentent à leur tour. Steve lui dit de se détendre autour de lui, comme avec tout le monde, même s'il est techniquement le chef. Sur ce, il se dirige vers la forêt. Henrietta demande à Steve quelle est la quête. Et il lui répond que c'est juste une simple requête de cueillette. À ces mots, ils n'ont qu'à entrer et à ramasser quelques objets. Henrietta devient curieuse de savoir ce que sont ces objets. Mais les gars disent qu'ils expliqueront à l'intérieur. Mais elle décide de les suivre.
pour éviter de rendre les choses gênantes à l'intérieur. Elle vainc rapidement tous les monstres du premier niveau. Et les gars lui font plein de compliments. Ce qui la fait rougir. Mais quand Steve dit qu'il est temps d'aller plus loin, elle est très heureuse que son groupe compte sur elle. Contrairement à avant où elle était jugée juste parce qu'elle était une fille. Elle pense que les choses se passeront très bien avec son nouveau groupe, ne sachant pas que les faux sourires plaqués sur leur visage disparaissent quand elle ne regarde pas, tandis que le groupe s'enfonce. Il déclenche un piège qui invoque un golem géant. Mais Henrietta se jette immédiatement et tranche son bras en un instant. Et elle continue son travail de principale distributrice de dégâts, pendant des heures, jusqu'à ce qu'elle soit si fatiguée que ses jambes lâchent. Cependant, Steve fait semblant d'être surpris. Elle est déjà fatiguée et elle lui rappelle qu'il avait dit que leur destination n'était pas si profonde. Mais le chef dit qu'ils y sont presque. Alors elle se pousse jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils atteignent une mine de cristaux. Là, les gars expliquent qu'ils sont venus ici pour récolter les cristaux bleus appelés cristaux de mémoire, et commencent immédiatement à les ramasser. À ces mots, Henrietta pousse un soupir de soulagement et s'assied. Épuisée, alors Steve demande au mage Marmok de lui jeter un sort de récupération. Mais à la place, il la choque avec un sort d'étourdissement, qui rend son corps très faible. Et quand elle essaie de saisir son épée, Steve lui écrase la main et la repousse du pied. Henrietta réalise rapidement qu'elle a été étourdie, alors que Steve lui marche dessus, et la remercie d'être si stupide et facile à flatter. Mais Marmok la défend, et dit que c'est parce qu'elle est si stupide qu'ils vont se faire de beaux souvenirs, en la regardant avec des yeux dégoûtants. Steve dit que les femmes sont la meilleure sorte de proie, car elles ont de beaux corps, et lui annonce la bonne nouvelle qu'il la laissera partir, après que sa bande se soit amusée pendant 1 heure. Marmok lui souhaite bonne chance pour être secourue, car elle ne pourra pas revenir, sous l'effet de son étourdissement. À ce moment-là, Henrietta regrette de ne pas avoir écouté les conseils de Denny, et d'avoir été plus prudente, quand elle a remarqué le groupe agir de manière louche. Puis il commence à lui retirer son armure lourde, pièce par pièce et Steve lui fait comprendre très clairement que personne ne viendra pour elle, peu importe à quel point elle crie. Et juste au moment où elle perd tout espoir, les gars remarquent un bruit étrange, ce qui pourrait être une autre équipe. Dès que Steve ordonne à Andog d'aller voir, un rocher géant arrive en volant et le percute de plein fouet. Les gars fixent le monstre avec confusion, avec 2 couteaux de boucher et un sac sur le visage. Alors que leur cœur bat fort, ils se demandent si c'est un monstre, ou un type très costaud avec de gros couteaux de cuisine. Mais Steve ordonne rapidement à Marmok de lancer. Recherche et trouve une faiblesse. Dans sa panique, son sort échoue, et il réalise que le niveau du boucher est trop élevé pour qu'il trouve une faiblesse. Alors, pendant que Steve trouve cela incroyable que ce soit possible, le boucher apparaît derrière lui en un éclair, et un coup de son couteau envoie l'homme voler dans le mur, et laisse les autres tremblants. Ils essaient de s'échapper, mais le boucher leur donne la raclée qu'ils méritent pendant que Henrietta se demande qui est ce chef étrangement habile qui la sauve, et s'évanouit plus tard ce soir-là. Elle raconte à Denny tout ce qui s'est passé, et qu'elle s'est réveillée dans la salle d'attente de la guilde. Eddie n'a pas pu remercier son héros costaud au couperet. Denny comprend à quel point c'était dur, et elle révèle aussi que, étrangement, ses agresseurs ont été retrouvés soigneusement, ligotés devant l'entrée du donjon. Et après que la guilde s'est penchée sur l'affaire, il a été découvert que tous avaient une prime sur leur tête. Elle admet que tout cela lui semblait un rêve, et qu'elle a retenu la leçon, choisir ses coéquipiers avec soin à l'avenir, comme il le lui avait dit, mais Denny se sent aussi coupable de ne pas avoir enquêté sur eux auparavant. Comme Henrietta l'affirme, tout ce qu'il a fait, c'est l'aider à trouver un groupe. Son ventre gargouille très fortement. Alors même si elle panique d'être encore fauchée, Denny lui demande de commander tout ce qu'elle veut. Sans se retenir, en entendant cela, elle commande timidement le menu suprême Again Steak. Ce qui sidère Denny, car c'est le plat le plus cher du menu. Alors elle se rétracte instantanément, et se contente du plat le moins cher. Cependant, Denny dit qu'elle ne peut pas annuler sa commande, et dit à Edlier de prendre le reste de la journée libre, et de la rejoindre pour le dîner. Juste à ce moment-là, les habitués arrivent aussi et commandent le gratin Paloma. Après quelques instants de cuisson avec précision, Denny sert le menu suprême Again Steak, qui fait qu'Henrietta et Edlier sourit de pur bonheur. À ce moment-là, les filles lui demandent pourquoi il était fermé ces 2 derniers jours, car c'est mauvais pour les nouvelles entreprises comme son restaurant. Et il explique qu'il avait des affaires importantes. Henrietta, curieuse, remarque qu'il ressemble beaucoup à son héros, de dos. Mais avant qu'elle ne puisse lui demander, un autre client arrive le lendemain matin. Henrietta continue de parler sans arrêt. Et quand elle demande finalement quelque chose à Denny, il répond qu'il ne pensait même pas qu'elle lui parlait. Après cela, il change habilement de sujet, et demande ce qu'elle veut manger. Elle opte pour les ramen de sorcellerie, et le chef se met rapidement au travail. Pendant qu'il prépare le repas, il admet qu'il écoutait en fait tout le temps, et ramène ensuite la conversation à sa question, lui demandant pourquoi elle veut cacher son genre. Henrietta n'a pas de réponse.
Denny lui dit de suivre ce qui lui semble juste. Puis présente le bol fumant de ramen de sorcellerie qu'elle a commandé. Henrietta prend discrètement son conseil à cœur et se lève de son siège. Elle demande à emprunter l'arrière-salle un instant et retire rapidement toute son armure à l'intérieur. Quand elle revient, elle porte une tenue complètement différente. En revenant, elle pense à la façon dont les gens oublient souvent qui ils sont. Mais au lieu de tomber là-dedans, elle comprend maintenant qu'être elle-même se sent bien mieux. Lui hoche même la tête en signe d'approbation devant sa nouvelle tenue, ce qui fait rougir Henrietta d'excitation. Henrietta commence alors à manger et savoure chaque bouchée de la nourriture. Denny la regarde avec un sourire, heureux de la voir si excitée. Mais il aborde soudain une question et lui demande si elle cherche à rejoindre un groupe. Il lui rappelle qu'une fois son repas terminé, elle devra trouver un emploi et commencer à payer sa note. Au moment où Henrietta entend que le chef tient en fait une note de crédit, elle panique et commence à faire un énorme scandale. Tandis que le chaos continue, la porte s'ouvre et un aventurier éclatant entre. S'assied calmement et se cache derrière le menu. En se préparant à commander, Denny jette un coup d'œil au nouveau client et se retrouve confus, ne sachant pas si la personne est un beau garçon ou une jolie fille. Quand le client demande ce qui est bon ici, Denny répond avec assurance que tout est à la hauteur. Mais la réponse vague ne fait que rendre le choix plus difficile pour l'invité. Après une brève plainte, le chef recommande le katsudon rétro. Mais le client le refuse immédiatement, disant qu'il n'est pas d'humeur pour du riz. Henrietta intervient avec quelques suggestions, commençant par ses pâtes préférées, puis passant au udon aux algues. Mais rien ne semble attirer l'intérêt de l'invité. En voyant cela, Denny s'agace de plus en plus, car sa patience commence à s'épuiser. Henrietta intervient rapidement une nouvelle fois, essayant cette fois de calmer le chef, en lui expliquant que les enfants peuvent être assez indécis. N'est-ce pas? Huitelier s'approche alors du client et lui suggère de prendre du riz frit, s'il ne peut vraiment pas se décider. Le client aux cheveux bleus accepte la suggestion et commande du riz frit, ce qui fait sourire Denny alors qu'il retourne en cuisine. Il prépare le plat avec sa finesse habituelle, le cuisinant à la perfection et le garnissant de quelques crevettes. Dès que le client goûte la première cuillerée, il s'arrête, émerveillé, fondant complètement sous la richesse de la délicieuse saveur. Tandis que le garçon continue de manger, Denny aborde ce qu'il a remarqué plus tôt et souligne que le client était entré en soupirant et en ayant l'air d'avoir besoin de parler à quelqu'un. Le garçon répond que ce n'est rien de particulier et Denny lui dit que ce n'est pas grave s'il n'a pas envie de partager. Pourtant, le garçon décide de se confier et dit que le vrai problème vient du niveau si bas des gens autour de lui. Ces mots laissent tout le monde, y compris Denny, stupéfait, car le garçon dégage une aura de quelqu'un qui aime se vanter. Le nouveau venu demande alors à Denny s'il veut savoir ce qu'il entendait exactement. Et bien que Denny refuse, le garçon commence à parler quand même. Il explique que les gens autour de lui ont un état d'esprit faible et ne se concentrent que sur le fait d'être loués, plutôt que de se pousser à devenir une véritable équipe de haut niveau. Denny regarde Henrietta et lui dit d'avoir un peu de honte, tandis qu'Henrietta fronce les sourcils et se plaint que le chef est parfois beaucoup trop impoli. Avant qu'il ne puisse continuer, le nouveau garçon claque ses mains sur la table et se lève, voulant clairement que tout le monde l'entende, alors qu'il hurle qu'il ne peut pas supporter ces aventuriers démotivés et trouve ce genre d'attitude impardonnable. Il recommence alors à bluffer et dit que lorsqu'il a parlé ainsi à son groupe, ils l'ont viré, ce qui rend Denny mal à l'aise, alors qu'il se demande pourquoi son restaurant n'arrête pas d'attirer des marginaux de partout. Henrietta répond qu'elle n'en a aucune idée non plus. Mais le garçon continue de parler avec assurance, déclarant qu'il va bientôt devenir assez fort pour rejoindre Silverwind et finir par être leur magicien le plus puissant. Denny lui conseille d'être prudent, ou il risquerait de finir seul. Et une fois que le garçon a fini de manger, il paie et s'en va, se présentant comme Vivia, étrange, et disant qu'il commandera des crevettes riz frit la prochaine fois. Le garçon réapparaît pour un autre repas et passe sa commande immédiatement. Comme d'habitude, il n'arrête pas de parler sans arrêt et annonce qu'il a décidé de rejoindre le groupe le plus fort du coin, appelé la Nightmare Tro. Il se vante d'avoir de nombreuses compétences avancées et affirme que cela ne prendra pas longtemps avant qu'il n'intègre Silverwing. Denny apporte bientôt la nourriture et le garçon continue à fantasmer sur son avenir avec Silverwing. Dit que Denny espère silencieusement que le gamin trouve un groupe fiable, qu'il aide réellement à devenir un aventurier fiable. Aventurier. Denny lui demande ensuite sa première quête, et le garçon explique qu'il rassemble des éléments pour la synthèse de goût, quelque part autour du 5e étage. Entendre cela rend Denny un peu mal à l'aise. Alors il utilise sa compétence de recherche, et découvre que le garçon n'a que le niveau 17. Bien que ce soit assez élevé pour son âge, Denny sait que le 5e étage est destiné aux personnes ayant au moins la trentaine bien sonnée. Il demande au garçon s'il ne trouve pas cela un peu trop profond pour lui.
Mais le garçon répond avec assurance que certains des membres les plus élitistes du groupe le soutiendront. Danny se souvient comment le garçon bluffait sans cesse plus tôt, à propos de prétendre connaître toutes sortes de compétences avancées. Mais maintenant il est presque sûr que le gamin n'a dû les lire que dans des livres. Et s'est persuadé qu'il pouvait les utiliser. Le niveau d'une personne reflète le nombre et la qualité des compétences qu'elle possède. Et s'il en avait réellement autant, son niveau serait bien plus élevé. Vivia dit alors que cela ne montre que l'ampleur des attentes du groupe envers lui. Bien que Danny semble toujours inquiet, le garçon ajoute rapidement que un chef comme lui ne comprendrait pas, puisqu'il n'a probablement jamais mis les pieds dans un donjon. Alors monsieur le chef fait semblant de le croire, même si la dernière fois qu'il y est allé, c'était jusqu'au 37e étage. Avant de partir, le garçon dit qu'il reviendra la prochaine fois pour du crabe. Riz-frit. Peu de temps après, Clé et Danny partent faire quelques courses avec l'adorable petite fille, comptant méticuleusement les œufs et la viande, pour s'assurer qu'il n'oublie rien. Pendant qu'elle reste concentrée sur les provisions, Danny semble perdu dans ses pensées et s'inquiète pour Vivia, qui doit avoir atteint le 5e étage maintenant. Il se demande si c'était une erreur de laisser partir le garçon, et s'il aurait dû l'arrêter coûte que coûte. Mais finit par chasser cette pensée. Etlier tire sur ses vêtements, et dit qu'elle espère que Vivia est en sécurité. C'est alors que deux aventuriers passent à côté d'eux, discutant du sort de Vivia et de la façon dont leur capitaine, Hopper, avait délibérément envoyé le garçon au 5e étage, juste pour voir s'il survivrait. En entendant cela, Danny se précipite immédiatement vers eux, saisit les deux hommes et les traîne dans une ruelle voisine, avant de les jeter violemment au sol. Les aventuriers sortent leurs armes, et se présentent comme membres de la troupe brune nocturne. Mais malgré cela, ce sont eux qui finissent par se faire tabasser. Pendant que Danny s'éloigne, avec les informations qu'il était venu chercher. Quand Danny retourne auprès d'Etlier, il s'excuse, et lui dit qu'ils devront fermer le restaurant pour la journée. Il la trouve tout aussi inquiète, et elle lui demande doucement de faire attention. Danny lui sourit, et lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui, du tout. Pendant ce temps, au 5e étage, Vivier court frénétiquement dans le donjon, criant à des gobelins de s'éloigner de lui. Les aventuriers qui l'avaient accompagné l'avaient déjà abandonné, affirmant que c'était une sorte de test, et que leur capitaine Hopper avait placé de grands espoirs en lui. Vivier panique, se disant qu'il doit au moins atteindre le 3e niveau pour être en sécurité. Mais en pleine course, il trébuche, et soudain, des lianes commencent à pousser autour de ses pieds. Il lutte pour se libérer. Mais les lianes semblent enchantées. La magie pulse en elle. Il essaie de lancer un sort pour briser la magie. Mais son esprit se vide complètement. Et il ne parvient plus à se souvenir de l'incantation. Il commence à paniquer, et craint que les gobelins ne le mettent en pièces. Une fois qu'ils l'auront rattrapé, juste avant qu'il ne l'atteigne, une fille apparaît et le sauve, coupant les lianes et lançant le bon sort. Tandis qu'elle le tire en sécurité, Vivier lève les yeux vers elle et la remercie, impressionnée qu'elle sache utiliser un sort, brisant la magie. La fille lui dit calmement que ce n'est pas le moment de se détendre, et qu'ils doivent trouver un moyen de sortir. Lorsque Vivier lui demande si elle s'est aussi perdue, elle explique que son groupe l'a abandonnée, après être tombé dans le même piège, et personne n'est jamais venu l'aider. Puis elle lui dit qu'ils devraient attendre ensemble, au cas où quelqu'un viendrait le secourir. Mais Vivier admet doucement que personne ne viendra le chercher, non plus. Alors qu'ils sont assis et discutent, les deux se rendent lentement compte à quel point ils se ressemblent. À cet instant, les gobelins s'approchent, et Vivier essaie immédiatement d'agir en héros, proposant de servir d'appât, afin que Cynthia puisse avoir le temps de s'échapper. Bien qu'elle proteste et l'exhorte à attendre de l'aide, il insiste sur le fait qu'il lui doit la vie, et s'enfuit avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Alors qu'il fait face aux gobelins, il crie qu'il veut qu'elle soit celle qui survive, et se jette ensuite devant les monstres. Il se force à rester calme, espérant que Cynthia s'échappe en toute sécurité, et lance un sort défensif appelé Paume, pour retenir les gobelins. Le sort fonctionne un instant, mais les créatures finissent par percer, et se dirigent vers lui. À ce moment précis, Danny apparaît, portant un masque rudimentaire, et utilise l'une de ses compétences pour piéger les gobelins, à l'intérieur d'une marmite. Vivia hurle sous le choc, le pointant du doigt et le traitant de monstre, tout en lançant à plusieurs reprises son sort de paume, par pure panique. Danny le réprimande. Vivia comprend enfin que l'homme masqué est Danny. Danny arrache le masque, et demande à quoi cela a servi de le porter, avant de donner une tape sur la tête de Vivia, pour avoir tenté un coup suicidaire, juste devant les gobelins, alors que Danny commence à le traîner. Vivia, discrètement, mentionne qu'il y a quelqu'un d'autre avec lui. Il craint que Cynthia ne se soit déjà enfuie. Mais Danny dit qu'il n'a vu personne en chemin. Le garçon pointe vers un creux proche, disant qu'elle pourrait encore être là. Mais quand il regarde à l'intérieur, tout ce qu'il trouve, ce sont des restes squelettiques, de quelqu'un qui était probablement mort il y a longtemps. Plus tard, à la guilde, ils apprennent que la fille était Cynthia Dredd, une aventurière, qui s'était séparée de son groupe il y a 13 ans, au 5e étage, et dont personne n'avait eu de nouvelles depuis. Tous deux rassemblent ses restes et l'enterrent dans une tombe.
Denny dit qu'il a entendu des mythes sur les aventuriers tombés au combat, dont les esprits apparaissent parfois pour protéger les vivants. Et Vivia fond en larmes. Il la remercie de l'avoir sauvée, et promet qu'il continuera à visiter sa tombe. Et qu'un jour il deviendra le magicien numéro 1 qui protège les filles comme elle. Sur le chemin du retour vers le restaurant, Denny tapote doucement le dos du garçon, lui disant de se remonter le moral pour que Cynthia puisse reposer en paix. Mais Vivia soupire simplement et dit qu'il devrait au moins être autorisé à se sentir un peu triste, pendant un certain temps. Le lendemain, à la nuit, au QG de Miss Troop, un homme appelle une fille nommée Buckle et la réprimande pour avoir pris trop de temps avec ses rapports. Elle n'arrête pas de s'excuser, pendant qu'il l'intimide sans relâche, et qu'elle essaie d'expliquer que les chiffres ne correspondent pas. Mais il la frappe avec la pile de papier, et lui dit de continuer à travailler jusqu'à ce qu'ils correspondent. Après cela, elle reste éveillée toute la nuit, et découvre enfin l'erreur. Il s'avère que les chiffres incohérents étaient dus au travail bâclé de son supérieur, en se rappelant qu'elle doit se lever tôt demain. Son ventre gargouille bruyamment. Elle s'attriste en réalisant qu'elle n'a pas déjeuné ni dîné, et que maintenant tous les restaurants sont fermés. Juste à ce moment-là, elle se souvient d'un nouveau restaurant qui a ouvert récemment. Mais quand elle y arrive, elle voit Etlier dehors en train de se préparer à fermer. Et perd tout espoir, cependant. Etlier la remarque et la fait entrer, pour demander à Denny de servir un dernier client, avant de fermer. En l'entendant prendre la parole pour quelqu'un, Vivia est surprise. Henrietta dit que ça ne pouvait pas faire de mal. Alors, Denny accueille la fille et lui demande de choisir un plat. Après s'être assise, Buckle commande le plat du jour. Pendant que Denny le prépare, elle observe tranquillement Henrietta et Vivia, discutant au comptoir. Les voyant s'amuser ensemble, elle commence à envier cette bonne ambiance, car sa vie n'est que travail toute la journée. Elle n'a pas d'amis et n'a jamais de vrai temps libre. Alors elle pense à commencer sa vie sociale, dans le restaurant. Quelques minutes plus tard, Denny lui sert son plat, et Buckle fixe l'assiette d'un air ébahi. Car il a l'air incroyable. Il lui dit de manger avant que ça ne refroidisse. Alors elle le trempe dans la sauce et prend sa première bouchée. Ses yeux pétillent et elle dit qu'elle n'a jamais rien goûté de tel de sa vie. Entendant cela, Henrietta sourit et dit que tout ce que Denny prépare est délicieux. Elle commence à énumérer les meilleurs plats qu'elle a goûtés. Et Vivia est surprise de tout ce qu'elle sait. Alors Henrietta dit fièrement qu'elle est la première cliente du restaurant. Denny rectifie qu'elle est aussi la première pique-assiette, qui est devenue trop à l'aise juste parce qu'il la laisse payer. Plus tard, il lui dit de se trouver un travail, enfin, et elle rétorque que Vivia n'en a pas non plus. Les regarder se disputer fait rire Buckle sans prévenir. Et Denny s'excuse pour le dérangement. Mais juste à ce moment-là, tout le monde se fiche quand Buckle se met soudainement à pleurer. Dans son esprit, elle trouve incroyable qu'un endroit comme celui-ci, avec des gens gentils et de la nourriture délicieuse, existe. Pourtant, tout ce qu'elle reçoit, ce sont des insultes et de longues nuits. Et chaque matin elle se réveille, souhaitant pouvoir y mettre fin. Juste à ce moment-là, elle se souvient de son enfance, quand elle émerveillait sa famille avec ses talents de magicienne. Alors, ils ont économisé pendant des années pour qu'elle quitte le village, et devienne une magicienne dont ils pourraient être fiers. À l'époque, le directeur de son école était tellement impressionné, qu'il a même proposé un poste à Buckle. Mais Buckle voulait gagner de l'argent réel en aventurant, pour l'envoyer chez elle. Alors elle a rejoint la guilde la plus puissante de la ville. De retour au présent, Henrietta remarque que Buckle s'en va, et se demande si elle va bien. Vivia dit qu'elle travaille pour la troupe du brouillard nocturne, la même guilde qu'il a envoyée en mission impossible. Il dit qu'il ne l'a vue qu'une seule fois, et son traitement là-bas était très préoccupant. En entendant cela, Henrietta demande à Denny s'il peut faire quelque chose. Et Vivia est d'accord, mais Denny dit qu'il n'est qu'un cuisinier. Son travail est de nourrir les gens, et c'est un problème que la fille doit affronter seule. Le lendemain matin, Buckle repousse son réveil à 3 heures et se recroqueville dans son lit. Elle n'a pas dormi de la nuit et peut à peine bouger. Elle s'inquiète d'être en retard. Elle se rendort, 2 heures passent. Alors elle se prépare vite. Elle se précipite en bas et s'excuse auprès de son équipe, tandis qu'un homme la réprimande, pour avoir été assez effronté pour faire attendre ses aînés. Là-dessus, ils partent pour le donjon. Là, l'homme est mis à terre par un monstre loup. Mais juste avant qu'il ne lui lacère le visage, Buckle lance un sort de vent et le repousse. Cependant, au lieu de la remercier, il la pousse et la fixe d'un air menaçant. Plus tard ce soir-là, ces mots résonnent dans son esprit car il a déformé l'histoire, disant qu'elle avait essayé de l'humilier, et de lui voler le mérite de la mise à mort. Et quand elle a essayé de s'expliquer, ils l'ont forcé à s'excuser, et l'ont qualifié d'indigne de la troupe. Pendant ce temps, Henrietta et Vivia se promènent non loin, discutant de nourriture et de travail. Vivia remarque soudain Buckle marchant seul, avec une expression étrange sur son visage. Alors les deux la suivent discrètement jusqu'à une tour, où Vivia se rend compte qu'elle est prête à sauter. À ce moment-là, Buckle pense que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, et qu'un pas y mettra fin. Juste après qu'elle ait sauté, Henrietta sprinte en avant, et parvient à la rattraper en pleine chute.
Vivia lance une paume en dessous pour amortir la chute. Au même moment, Denny est plongé dans ses pensées, quand Etley passe sans vêtements. Elle demande nonchalamment s'il n'y a plus de serviettes. Il lui dit que ce n'est pas bien de se promener comme ça. Juste parce qu'il n'y en a plus, il se précipite à l'intérieur pour en trouver une. À ce moment-là, Henrietta entre avec Bachel sur le dos. Vivia est troublée, il demande pourquoi Etley n'a pas de vêtements. Et se demande si c'est une tactique commerciale éhontée. Il lui crie de s'habiller. Mais elle insiste qu'elle ne portera rien, tant qu'elle n'est pas complètement sèche. Entendant Henrietta l'appeler à nouveau, Denny se retourne pour la réprimander. Mais il s'arrête, quand il voit Bachel évanouie sur son épaule. Plus tard, Denny dit que cela devait arriver, car elle est le genre de personne honnête, qui continue d'accumuler le travail jusqu'à ce que son cœur lâche. Et Vivia plaisante rapidement, qu'Henrietta n'aura pas ce problème. De sitôt, Denny trouve cela un peu troublant, à quel point elles s'entendent bien. Tandis qu'Etley veille sur la jeune fille, Vivia demande comment ils peuvent résoudre son problème. Alors Denny décide d'en parler à la troupe de la Brune Nocturne. Quelques heures plus tard, le capitaine de la Brune Nocturne arrive, et s'excuse auprès de Denny pour les ennuis causés par Bachel. Mais Denny dit qu'il devrait aussi dire « Pardon d'avoir tabassé 2 de ses hommes ». L'homme se présente comme Hopper, le capitaine du groupe Brune Nocturne, et Denny lui dit simplement qu'il tient un restaurant. De là, Hopper passe rapidement aux affaires. Et Denny apprend que l'homme est bien plus fort que les aventuriers normaux. Au niveau 51, comme on peut s'y attendre du meilleur groupe de la ville. Quand Hopper mentionne Buckle, Denny explique qu'elle se repose au lit, et qu'elle n'est clairement pas en état de travailler. Il leur demande gentiment s'ils la laisseront partir, et la laisseront se reposer, mais Hopper refuse, et dit qu'ils ont sa garde complète. Son laquais jette un contrat sur la table. Et après que Denny l'ait lu, il se met en colère et le qualifie d'horrible, car ils ont mis trop de travail sur une seule personne. Hopper répond que c'est simplement leur façon de fonctionner. Mais Denny rétorque que les aventuriers devraient être libres de quitter un groupe. Hopper lui dit de se mêler de ses affaires. Ce qui met Denny tellement en rogne, qu'il se met à leur crier dessus pour avoir épuisé Buckle, comme des maîtres d'esclaves. Cette accusation met Hopper tellement en colère qu'il écrase une chope à main nue, rendant Vivia et Henrietta terrifiées. Après cela, le capitaine dit que leur groupe est le plus fort de la ville. Donc ils font la loi ici. Il exige que Denny lui remette Buckley tout de suite. Et dit que c'est la dernière fois qu'il demandera gentiment. Pendant ce temps, à l'étage, Buckley est recroquevillé dans son lit, souhaitant n'avoir jamais été sauvé. Soudain, Etley prend la parole et lui dit qu'elle est libre de mourir, si tel est son choix. Et dit qu'elle aussi avait un jour pensé choisir la mort, quand tout ce qui lui était cher lui a été enlevé, et qu'elle a été vendue comme esclave. Elle a été consumée par les ténèbres et a perdu espoir. Mais après cela, quelque chose de bon lui est arrivé et a changé sa vie. Au final, Etley dit à Bachel de manger d'abord de la bonne nourriture. Et si elle ressent toujours la même chose après cela, alors peut-être que la mort est le seul chemin qui lui reste. Mais elle dit qu'elle serait plus heureuse si Buckle choisissait de continuer à vivre. De retour en bas, Denny demande à Hopper s'il se prend pour une sorte de roi. Ou alors quoi? L'homme se contente de sourire et dit que le groupe le plus fort d'une ville donjon en est pratiquement le propriétaire, car personne d'autre ne peut les vaincre. Il cite même Elle d'Argent en exemple. Mais Denny rétorque qu'Elle d'Argent n'a rien à voir avec leur bande minable. Hopper insiste que la seule différence est qu'Elle d'Argent contrôle les nobles et les royaux, tandis que contrôle une petite ville. Puis il qualifie le restaurant de Denny d'endroit minable qui brûlerait facilement. Et quand Denny demande si c'est une menace, Hopper se contente de rire et dit que personne ne s'en soucierait si un minable petit restaurant brûlait. De frustration, Denny semble prêt à frapper l'homme. Mais à ce moment-là, un client entre avec un grand sourire. Cathy dit que son restaurant a fière allure et une ambiance chaleureuse, exactement comme il aime. Denny s'excuse et lui dit qu'il est occupé par quelque chose de sérieux. Mais cela l'agace. Elle dit qu'elle est venue de si loin juste pour le voir, et demande s'il ne va même pas lui préparer à dîner. À ce moment-là, la mâchoire de Hopper tombe, quand il aperçoit les cheveux écarlates, et le symbole d'Aile d'Argent sur son manteau. Il lâche son surnom. Mais Cathy est offensée que le vieil homme jette son titre avec tant de désinvolture. Puis, elle se tourne vers Denny et continue de demander à dîner. Mais il lui dit d'attendre au comptoir, jusqu'à ce que sa discussion soit terminée. La faisant bouder, Denny se tourne à nouveau vers Hopper pour répéter qu'il ne veut pas se battre, et demande s'il y a un moyen de laisser Bako quitter la troupe, pacifiquement. Avant que Hopper ne puisse répondre, Cathy crie qu'elle veut prendre la mignonne fille aux cheveux bleus. Mais Denny la corrige en disant que c'est un garçon. Dans sa confusion, Vivia demande si elle est la vice-capitaine d'Aile d'Argent. Et comment elle connaît Denny. Cathy est surprise qu'il ne leur ait jamais dit. Et avant que Denny ne puisse l'arrêter, elle annonce avec désinvolture qu'il faisait autrefois partie de l'Aile d'Argent, et était son meilleur partenaire. En entendant cela, tout le monde dans la pièce est stupéfait. Et Hopper commence à trembler, réalisant qu'il a failli se faire des ennemis avec la mauvaise personne. Lorsque son larbin demande quoi faire,
Hopper dit rapidement de brûler le contrat. Déclare que Buckle est libre de quitter la fête. Puis se précipite hors de l'endroit, lui souhaitant un prompt rétablissement. Après leur départ, Katie dit qu'elle n'a pas du tout aimé leur attitude. Surtout parce qu'ils se sont moqués de son déni. Mais Denny lui rappelle qu'il ne lui appartient pas. Katie suggère qu'elle pourrait faire expulser ses racailles hors du royaume. Et bien que Denny soit reconnaissant, il la prévient aussi de ne pas s'emballer. Juste parce qu'elle a du pouvoir. Cela l'agace un peu, mais son bon cœur est aussi ce qu'elle aime le plus chez lui. Pendant qu'Henrietta et Vivia les observent en silence, Denny demande à Katie ce qu'elle veut manger. C'est alors qu'Etli apparaît avec Buckle et demande le plat du jour. Katie commande aussi la même chose et commence à dévorer. Tandis que Buckle s'assied et la regarde en silence. Denny lui dit de manger avant que ça ne refroidisse. Et après la première bouchée, elle le dévore rapidement. Si adorablement que tout le monde à table sourit. Le lendemain, au QG de l'Aile d'Argent, Katie entre et entend les autres parler de la mauvaise humeur du capitaine ces derniers temps, car le groupe a eu du mal avec les nouvelles quêtes. C'est alors qu'elle tombe sur Vigo, qui a l'air visiblement agacé. Soudain, il dit aux deux membres proches de partir, et demande rapidement à Katie quelle affaire elle avait à rencontrer Denny. Ce qu'il a appris d'une petite souris. Katie plaisante en disant que sa petite souris est assez rapide, puis dit « est seulement allé manger la nourriture de Denny après une longue période ». Mais en réalité, après avoir savouré le plat du jour, Katie a invité Denny à revenir à l'Aile d'Argent, car l'équipe s'effondre sans lui. Il a clairement indiqué qu'il n'avait aucune intention de revenir, même quand elle lui a dit que la situation a été difficile pour Vigo, et les autres sans son soutien. Denny a expliqué qu'il adorait sa nouvelle vie. Et même si la plupart de ses habitués sont des excentriques, il apprécie cette vie sans stress. Quand Katie a demandé si ses supplications changeraient quoi que ce soit, il lui a rappelé qu'il était chef depuis le tout début. Pas un aventurier. Triste de sa réponse, Katie essaie de convaincre Vigo d'inviter Denny. Mais le capitaine refuse catégoriquement, et lui dit de juste oublier ça. Elle rétorque que tout allait si bien. Quand il était dans l'équipe, alors pourquoi ne pas lui demander de revenir? Mais Vigo met fin à la conversation en s'éloignant. Pendant ce temps, le restaurant est plus animé que jamais. Et Henrietta dit que c'est logique, puisque Denny cuisine de bons plats, et tout le monde aime la bonne cuisine. À ce moment-là, Vivia a l'air surprise de voir Buckle là. Et Buckle la remercie d'être passé. Elle révèle qu'elle vit au restaurant maintenant. Alors Henrietta lui dit d'y aller doucement, et de ne pas en faire trop. Mais Buckle dit que rester immobile la rend anxieuse. Et en plus, elle a une adorable aînée pour l'aider. Juste à ce moment-là, Denny arrive avec leur plat, et les deux s'illuminent, comme toujours en voyant ce qu'il a préparé. Henrietta prend une bouchée de la crevette croustillante, et dit que c'est exactement pourquoi de plus en plus de gens deviennent des habitués, comme elle, mais Denny lui rappelle qu'elle est plus une pique-assiette qu'une habituée. En entendant cela, Vivia et Buckle sont toutes deux choquées. Elle ne l'a toujours pas remboursée. Mais Henrietta insiste sur le fait qu'elle essaie de trouver un emploi, et que les choses sont juste difficiles en ce moment. Denny lui lance un regard froid, et elle s'excuse enfin d'avoir donné des excuses paresseuses. Juste à ce moment-là, d'autres clients entrent, et Vivia demande à Denny s'il peut tout les gérer. Il explique qu'Ater l'a beaucoup aidé. Et Vivia remarque aussi qu'elle semble s'amuser ces derniers temps. Alors peut-être que quelque chose de bien lui est arrivé. Juste après cela, un bol glisse des mains de Denny. Et il demande à Vivia s'il peut lui rendre visite lors de son prochain jour de congé, parce qu'il veut lui parler de quelque chose. Henrietta propose rapidement d'aider elle aussi. Mais Denny la rabrouille immédiatement. Ce qui ne fait que la rendre encore plus curieuse de ce dont ils vont parler. Plus tard cette nuit-là, Henrietta se sent mal à l'aise, sachant qu'elle doit prendre une douche dans un bain public, car elle est toujours fauchée. Quand elle se souvient que Denny l'a traitée de pique-assiette, elle commence à croire qu'il pourrait réellement la chasser du restaurant. Si elle continue ainsi, alors elle décide de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, lors du prochain jour de congé de Vivia, Denny le fait finalement s'asseoir, et avoue que Etlier a un petit ami maintenant. Et Vivia est choquée que ce soit de cela que Denny voulait parler. Denny explique qu'il lui a donné de l'argent de poche ces derniers temps. Mais maintenant elle continue de s'éloigner toute seule. Il dit qu'il était mort d'inquiétude de savoir où elle était allée, jusqu'à ce qu'il la voie se promener avec un garçon. Vivia pense que c'est bien qu'elle se fasse des amis. Mais Denny tape sur la table et dit que c'est bien pire s'ils sont plus que des amis. Quand Vivia demande pourquoi il ne lui demande pas directement, Denny devient embarrassé et dit que cela semblerait bizarre. Avec frustration, il dit « Le gars aurait dû au moins lui apporter une boîte de biscuits, s'il est sérieux avec elle. » Et ensuite il déclare qu'il ne la laissera sortir avec aucun minable, en dessous du niveau 80. Soudain, Etlier apparaît derrière lui et tire sur sa chemise, demandant de quoi il parle. Ce qui fait paniquer Denny. Vivia le couvre rapidement en disant qu'il est venu apprendre à cuisiner. Et Denny lui fait un pouce levé pour le sauvetage rapide. Juste, ensuite Etlier dit qu'elle veut apprendre à cuisiner aussi. Ce qui rend Denny heureux. Et il lui dit de se laver les mains avant de commencer.
Plus tard, il lui montre comment couper les oignons correctement, change le goût et quand elle dit que ses yeux lui font mal. Il panique et lui donne rapidement une astuce pour y faire face. Mais quand Vivia dit que ses yeux lui font mal aussi, Denny lui souhaite simplement bonne chance. Après cela, il complimente Etli quand elle découpe parfaitement l'oignon. Mais quand Vivia fait aussi du bon travail, Denny réagit à peine. En regardant à terre se donner à fond, Denny se remémore son enfance, où il a un jour demandé à son maître s'il faisait du bon travail. Elle lui a répondu qu'il avait triché en utilisant une compétence. Alors il lui a demandé comment elle savait. Et elle a répondu qu'elle sait toujours ce qu'il trafique. Retour au présent. Ater tire Denny de sa rêverie et lui dit qu'elle a accidentellement cassé l'œuf. Alors il l'aide à le réparer et s'amuse à lui apprendre à casser les œufs correctement, à les mélanger et à paner la viande. Puis, ils font frire la viande. Et bientôt la côtelette Bretora est prête. Denny dit à Ater qu'elle s'est débrouillée à merveille pour un premier essai. D'un autre côté, quand Vivia présente fièrement sa côtelette, Denny se contente de dire « ça a l'air bon » sans même regarder. Pile à ce moment-là, le son de l'horloge de la tour fait bondir Ater. Et elle se précipite dehors en disant qu'elle doit partir. Denny demande où elle va. Et elle répond simplement « dehors », comme s'il ne le savait pas déjà. En la regardant partir, Vivia se demande si elle part retrouver son petit ami. Ce qui fait paniquer Denny de nouveau. À cet instant précis, Bakel sort de sa chambre. Et Denny lui dit rapidement de finir les 2 bols. Et ensuite d'aller faire les courses. Car il a quelque chose d'urgent à régler. Avec Vivia, qui ne veut clairement pas y aller. Au même moment, Baku semble mal à l'aise. Car elle ne se sent pas en confiance pour faire les courses seule. C'est alors qu'Henrietta apparaît juste à temps. Et annonce fièrement qu'elle a passé un examen de placement de groupe. Mais Denny l'ignore. Et demande si elle peut aider Baku pour les courses. Henrietta accepte joyeusement. Et Denny leur dit qu'il compte sur elle. Avant de s'élancer à toute vitesse, laissant les filles se demander ce qui ne va pas en ville. Vivia essaie de convaincre Denny de s'arrêter, parce qu'il ressemble clairement à des harceleurs. Mais Denny balaie ça d'un revers de main, disant qu'il est son tuteur. Vivia lui dit d'aller simplement lui parler alors, au lieu d'agir comme un pervers. À ce moment-là, Denny attrape Vivia par la tête et pointe le garçon du doigt, qui ose charmer sa douce fille. Vivia dit qu'ils ne savent toujours pas s'il n'est qu'un ami. Mais quand le garçon l'entraîne dans une bijouterie, Denny perd la tête, pensant qu'elle est sur le point de ressortir avec une bague de mariage. Et que c'est beaucoup trop tôt pour ça. Au début, Vivia demande s'il devrait entrer. Mais après avoir vu Denny s'effondrer mentalement, il trouve une meilleure idée. Pendant ce temps, Henrietta est assise seule à proximité, l'air inquiète. Alors Buckle lui demande ce qui ne va pas. Elle admet qu'elle doit gagner de l'argent rapidement, avant que Denny ne commence à la détester. Et quand Buckle l'interroge sur sa rémunération de petit boulot, elle dit que tout son argent sert à réparer son équipement, et à acheter des objets de soins, parce qu'elle se blesse toujours. Que son argent disparaît simplement, peu importe à quel point elle travaille dur. Et c'est logique puisqu'elle est le tank. Henrietta dit qu'elle essaie de trouver un autre moyen de le rembourser. Et Buckle promet de la soutenir quoi qu'il arrive. Ce qui la réconforte juste à ce moment-là. Ils entendent 2 gars parler d'une rumeur, selon laquelle le capitaine de Night Mist a été humilié par un propriétaire de restaurant, qui était autrefois avec Silverwing. Ils se demandent si Night Mist essaiera de se venger de lui. Pendant ce temps, Denny est toujours confus quant à la raison pour laquelle le plan génial de Vivia implique un mégaphone. Vivia explique que l'appareil est enchanté par la magie, pour porter les voix sur une longue distance. Denny ne comprend toujours pas en quoi cela aide. Alors Vivia dit que c'est là qu'un mage de génie comme lui intervient. Après qu'il ait lancé le sort bicouche, une voix se fait entendre. Denny est sincèrement impressionné, mais Vivia admet qu'il n'est pas vraiment fier de faire ça. Puis ils entendent Ater dire qu'elle l'aime bien, que c'est génial et qu'elle le chérira pour toujours. Ça les sidère tous les deux. Mais quand elle dit qu'elle est heureuse de l'avoir rencontré, Denny s'affole si bruyamment qu'une vieille dame toute proche se méfie. À ce moment-là, un voleur utilise la magie du vent pour arracher le sac de la dame et s'enfuit. Denny crie à l'aide. Mais après avoir appris que le voleur n'a volé qu'un sac, il se tourne vers Vivia et lui demande un coup de pouce magique. Pendant ce temps, le voleur blond rit de la facilité avec laquelle il a agi, jusqu'à ce qu'il voit un homme effrayant, qui sprintait avec un gamin sur les épaules, et qui réduisait rapidement la distance. Le voleur est sidéré que quelqu'un puisse le suivre, alors qu'il utilise la magie du vent. Puis il réalise que Denny, lui, n'en utilise absolument aucune. Pendant que Vivia demande si tous les membres de l'aile d'argent sont aussi rapides. Et Denny répond qu'il est le plus rapide, parce qu'il n'a jamais séché la séance jambes. Arrivé dans une impasse, le voleur utilise la magie du vent pour bondir sur le toit, tandis que Denny l'escalade à la seule force de ses muscles. Et quand il demande à Vivia s'il a des sorts utiles, le garçon lance le sort paume pour le projeter haut dans les airs. Tel un trampoline, le voleur blond observe horrifié, tandis que Denny bondit en l'air et le rattrape rapidement. Mais il lance une attaque surprise sur Denny, juste avant de l'attraper, et repart. Il se vante qu'il ne se fera pas prendre facilement. Avec ce genre de magie, à ces mots, Denny dit à Vivia de descendre après l'atterrissage.
et Vivia aperçoit les filles juste devant eux sur leur chemin. Alors que le voleur passe à côté d'elle, il arbore un sourire satisfait, pensant qu'il n'a qu'à les semer et s'éclipser maintenant. Mais Henrietta arrive d'en haut avec une expression sérieuse et maîtrise rapidement le voleur arrogant. Après cela, Denny arrive et lui tapote la tête pour le bon travail accompli. Plus tard, au restaurant, il annonce aussi aux filles qu'Atelier a un copain. Mais Vivia précise qu'ils ne le savent pas encore de manière certaine. Alors, Henrietta lui demande en plaisantant s'il ne se sent pas un peu seul ces temps-ci. Et Baku finit par avouer qu'elle a peur qu'il la bannisse. Denny déclare qu'il ne bannirait jamais quelqu'un qui apprécie sa cuisine, comme elle, bien qu'il puisse changer d'avis plus tard. Juste après ça, Atelier entre discrètement et se dirige derrière le comptoir, avec un air intense sur son visage, en surprenant Denny avec une boîte. Lorsqu'il regarde à l'intérieur, il découvre un bracelet, qu'Althea révèle, pour lequel elle économisait tout son argent de poche. En entendant cela, Baku rit, avouant qu'il s'était fait de fausses idées, et Henrietta vend la mèche. Quand Althea demande ce que cela signifie, et cela lui vaut presque un bannissement permanent. Après cela, il l'essaie. Et le voir le porteur fait sourire Althea. Pendant ce temps, le capitaine Vigo se rend dans une manoir pour y rencontrer quelqu'un après une longue absence. Le lendemain, au restaurant, Denny dit à Ather d'aller nettoyer dehors. Mais juste à ce moment, un client entre. Et il leur annonce que les heures de déjeuner sont terminées. Cependant, le client se met à pleurer de joie. Au moment où il voit que Lady Atelier est saine et sauve. Denny n'a aucune idée de ce qui se passe. Tandis qu'Henrietta le prend pour un étrange amant solitaire et se prépare à le punir sur le champ. Mais le vieil homme explique qu'il est Stevens, le majordome en chef de Lady Etelia Workstead. En entendant cela, Denny et Henrietta deviennent tous deux curieux, tandis que les deux autres flippent complètement. Voyant à quel point Denny est perdu, Vivia se demande s'ils vivent dans une grotte. Et Bakel explique que la maison Workstead est la plus grande du royaume, et la plus prestigieuse famille de mages, laissant Denny totalement stupéfait. Pendant ce temps, le majordome en larmes déclare « Il est enfin l'heure pour la jeune demoiselle de prendre sa revanche. » Après avoir pris place, Stevens marmonne que c'est vraiment tragique, qu'elles doivent vivre dans un restaurant de second ordre, ce qui donne envie à Denny de le jeter à la rue. Mais Vivia lui dit d'au moins écouter le vieil homme. Ensuite, Stevens révèle qu'il est en fait l'ancien majordome en chef, et que la cour royale lui a ordonné de ramener la jeune demoiselle à la maison. Son histoire trouble Denny. Alors Stevens continue en expliquant que le frère du défunt père d'Etlier l'a expulsée de la famille, sous prétexte qu'elle était une enfant illégitime. Cependant, maintenant qu'ils ont retrouvé le testament de son père, qui stipule clairement qu'Etlier est la véritable héritière, et héritera de tout son pouvoir et de sa fortune, la cour royale lui a donné la chance d'entendre sa cause. Et c'est pourquoi Stevens la supplie de revenir, arrêter la cruauté de son oncle Joseph, et prendre sa juste place en tant qu'héritière de la maison Work. Mais toute la pièce devient silencieuse. Etlier refuse instantanément d'y aller. Denny lui demande ce qui ne va pas, et elle dit qu'elle ne veut pas retourner à cette vie. Tandis que les souvenirs douloureux de son passé se répètent dans son esprit pendant qu'elle serre Denny encore plus fort. Stevens essaie de la dissuader de travailler dans un restaurant destiné aux paysans, ce qui rend Denny furieux un instant. Mais après y avoir réfléchi, il réalise que Stevens a raison, qu'il n'est qu'un humble chef, tandis qu'elle est pratiquement une princesse. Avec cela en tête, il demande doucement à Etlier de nouveau si elle ne veut vraiment pas y aller. Et elle hoche timidement la tête encore. Denny lui dit qu'elle ne peut pas ignorer quelque chose qui affectera sérieusement son avenir, parce qu'elle devra finir par y faire face. Après avoir entendu cela, Etlier accepte courageusement d'y aller si Denny l'accompagne, ce qui le rend fier. Quelques heures plus tard, Vivia apparaît, portant une tenue chic de style Sherlock Holmes, et demande avec enthousiasme à Denny, qui est tout habillé et apprêté, s'il peut les accompagner. Denny accepte, et les filles promettent qu'elles s'occuperont du restaurant, d'accord. Puis Etlier sort vêtu d'une robe bleue, et tout le monde s'extasie sur son air adorable. Denny dit qu'il est temps de partir. Mais Etlier dit doucement qu'elle ne veut pas y aller, même si elle sait qu'elle doit, et commence alors à répéter sans arrêt qu'elle ne veut vraiment pas y aller. Ce qui rend Denny fier car c'est la phrase la plus longue qu'elle ait prononcée de tout le mois, tandis qu'il lui caresse la tête, et lui assure qu'il est toujours à ses côtés. Stevens demande à la jeune femme si elle et ses domestiques sont prêts, ce qui énerve vraiment Denny, même s'il sait qu'il est inférieur à elle en statut. Sur ce, ils partent, et les jeunes filles leur souhaitent joyeusement bon voyage. Après avoir parcouru une longue distance en calèche, ils arrivent enfin à la capitale, et Vivia regarde par la fenêtre, fixant la ville comme une enfant de la campagne. Pendant ce temps, Denny se sent mal à l'aise de revenir dans la capitale. Mais Vivia le sort de ses pensées, au moment où il passe devant le restaurant de Black, qui est réputé être le meilleur de la capitale royale. Et bien que Denny veuille s'arrêter et saluer son vieil ami, il sent qu'il ne peut plus lui faire face. Plus tard, ils arrivent chez Housework.
où les officiers de justice les accueillent, et se présentent comme le responsable de leur affaire. Et Denny se présente comme le tuteur d'Ethlier. Après cela, ils entrent. Où Sester Peach explique qu'il devra tester le sang de la jeune femme. Ethlier manque de s'effondrer sur place, quand elle voit la seringue dans la main de Steven. À mesure qu'elle s'approche, elle ne cesse de dire que c'est trop effrayant, comme un disque rayé, et dès qu'elle lui pique le bras, elle s'écroule comme un ballon qui a perdu tout son air. Pendant que Denny la porte dans ses bras, Sestus Peach dit qu'ils se rendront ensuite au tribunal. Mais Denny la dépose dans les bras de Vivia, et dit à l'avocat qu'il veut mieux comprendre sa situation, pour voir comment il peut l'aider. Cette Peach accepte et explique que son père, Sir Famas, était un expert en magie d'hypnose, et que certains types de magie unique ne se transmettent que par les lignées sanguines. En entendant cela, Denny réalise qu'Ethlier a hérité du même pouvoir de contrôler les esprits. Et Sester Peach continue que son père a sauvé de nombreuses vies grâce à son don, mais que son frère l'a empoisonné par jalousie, pour voler sa magnifique femme, et sa position de chef. En même temps, il a faussement qualifié la jeune femme d'enfant illégitime, pour ruiner sa réputation si gravement, qu'elle ne pourrait jamais s'en remettre. Cependant, Sir Famas était intelligent et il a laissé un testament. C'est pourquoi la cour royale a autorisé un test sanguin, à l'aide d'un objet magique, pour prouver son statut de véritable héritière. Alors l'homme met une goutte de son sang dans le globe magique en premier, puis ajoute une goutte du sang de Sir Thomas, que la cour royale avait gardé en sécurité tout ce temps, et explique que le cristal en forme de fleur qui se forme à l'intérieur est la preuve qu'ils sont liés par le sang. Après cela, il répète le test en utilisant le sang de sa mère, Elisa, et le résultat est le même, confirmant qu'Ethlier est sans aucun doute leur fille. En voyant cette preuve solide, Denny et Vivia sont tous deux heureux. Mais Whittier a toujours l'air triste. Plus tard au tribunal, le juge ouvre les débats, en présence des deux parties. Et l'oncle de Whittier, Sir Joseph, commence immédiatement à dénigrer Denny. Denny se souvient que Sir Joseph est l'un des clients du capitaine Vigo, et dit à l'homme qu'il paiera pour s'être attaqué à sa petite fille. Juste à ce moment, le juge avertit Denny en l'appelant Denny Blacks. Et Vivia remarque ce nom célèbre. Après cela, les débats commencent, et le juge lit le testament de Sir Thomas. Stipule que Lady Ethlier est la véritable héritière de la famille, née de sa femme. Elle est donc celle qui est destinée à hériter de sa fortune et de son pouvoir, tandis que son frère, Sir Joseph, ne recevra que les livres de la famille, et les connaissances secrètes. Un noble corpulent se lève, et convient qu'elle est la fille de Sir Thomas, mais dit qu'elle n'est pas digne de devenir l'héritière, parce que sa mère n'était qu'une maîtresse de baron. Juste après cela, cette Peach réplique sèchement que ce genre d'absurdité est précisément la raison pour laquelle tout le monde est rassemblé ici pour prélever le sang de la jeune femme, et présenter une preuve claire, afin que personne ne puisse contester le testament. Mais Sir Joseph se contente de sourire d'un air suffisant, et qualifie cela de perte de temps, ce qui rend Denny furieux. Cela dit, le grand docteur s'approche d'Ethlier, la terrifiant à tel point qu'elle agrippe fermement la manche de Denny, et il la réconforte doucement, pendant que le docteur lui prélève du sang. Après cela, le juge dit à tout le monde de choisir un bâtonnet dans le bocal, pour décider qui utilisera l'objet magique, afin d'éviter toute altération. Fixant intensément le bocal, Denny tire le premier bâtonnet, mais ce n'est pas le rouge. Ensuite chacun prend son tour un par un, et il s'avère que Steven s'est choisi ensuite. Le vieux majordome commence à transpirer nerveusement, et à trembler en montant les escaliers. Il met d'abord le sang d'Adléar, puis ajoute le sang de son père, et le cristal confirme une correspondance. Denny soupire de soulagement, mais quand Steven s'ajoute le sang de sa mère, Elisa, le cristal ne se forme qu'une seconde, avant de fondre en une substance sombre et visqueuse. Tout le monde dans la pièce est stupéfait, tandis que Sir Joseph dit d'un air suffisant qu'il leur avait dit que ce serait une perte de temps, et Sester Peach insiste qu'il doit y avoir eu une erreur. Il demande donc de répéter le test. Mais le juge refuse. Sir Joseph déclare que cela prouve que la naissance d'Adléar était une erreur, faite par son frère, ce qui l'a fait se sentir très mal. Alors le juge statue que le testament n'est qu'à moitié vrai. Donc Sir Joseph héritera de la richesse et du pouvoir de la maison Werks, tandis qu'Adléar pourra hériter des livres et des connaissances magiques. En entendant cela, Sir Joseph sourit d'un air suffisant et dit qu'il ne voit pas d'inconvénient à accepter, car la honte de leur famille est toujours la fille de son frère. À ce moment-là, Denny remarque que Stevens cache secrètement un tissu sur une blessure et frappe la table avant de l'attraper par le col, révélant que le vieil homme a utilisé son propre sang pour falsifier le test. Le majordome s'étouffe en avouant que Lord Joseph lui a promis de le refaire majordome en chef s'il faisait le sale boulot. Alors Denny le punit avec de la magie de feu et le laisse tomber. Voyant cela, le juge lui dit d'arrêter de manquer de respect à la loi. Mais Denny crie que ce sont les vrais qui manquent de respect, sont les sales criminels qui ont truqué la loterie, falsifié le test sanguin, et ont eu l'audace de torturer une fille innocente, après tout ce qu'elle a déjà traversé. Alors que les gardes font irruption,
Denny s'enflamme et déclare qu'il réduira en cendres les idiots qui ont blessé Atelier. Cela effraie même les gardes. Mais lorsqu'ils attaquent sur ordre de Sir Joseph, Denny propose de leur montrer à quoi ressemble l'enfer. Cependant, Vivia tente de l'arrêter en demandant qui prendra soin d'Atelier. Il devient l'ennemi de tout le royaume. En entendant cela, il se calme instantanément et la regarde. Son visage effrayé, après la fin de l'audience. Sesté Peach informe Denny que l'affaire a été classée. Et Denny regrette l'erreur d'avoir amené Atelier avec lui. Ensuite, il les emmène à la bibliothèque pour voir les connaissances et les livres qu'elle a hérités. À l'intérieur, il explique que c'était autrefois une bibliothèque, mais que c'est maintenant plus un débarras. Bien que, il puisse encore y avoir quelque chose de précieux. Denny enjambe une planche cassée et avertit Atelier de faire attention où elle met les pieds, juste avant qu'elle ne marche sur un cercle magique et ne tombe au sous-sol. Sous la surface, il découvre une pièce cachée, remplie de montagnes de livres. Et dès que Vivia et Sestus Peach commencent à lire, il réalise que l'endroit contient d'anciens tomes et grimoires, si rares qu'ils sont pratiquement des trésors nationaux. Prenant 2 autres livres, il explique que l'histoire perdue de l'humanité est enfermée dans cette pièce cachée. À ce moment, Sesta Peach se demande à voix haute si son père avait l'intention de donner ce véritable trésor à Atelier dès le début, laissant le testament et prédisant que son frère avide essaierait de le lui voler. Denny rit de l'ironie et demande à Atelier ce qu'elle veut en faire. Et la petite championne répond qu'elle veut tout donner au restaurant. Le lendemain matin, Denny est fatigué d'attendre Vivia, qui s'était levée en retard, mais alors qu'il sortait, il croise un homme qui l'oblige à s'arrêter. Car il a le même visage que Denny. Mais son aura est totalement différente. Denny crie à Vivia de se dépêcher. Et l'homme devant lui dit que c'est un joli nom. Avant de laisser Vivia partir. Juste à ce moment-là, une jeune fille nommée Fiorenza s'approche de l'homme dans l'ombre, l'appelant maîtresse et demande qui était ce garçon. S lui répond qu'il était le compagnon d'une contrepartie, dont il lui avait déjà parlé auparavant. Quelques jours plus tard, Boucle gère l'énorme file de personnes devant le restaurant de Denny. Et pendant qu'Henrietta et Vivia savourent ses plats, comme toujours, elle constate que c'est devenu très animé, depuis que la nouvelle s'est répandue à propos des livres qu'Atelier a hérités. Les clients, émerveillés par les livres légendaires, deviennent très bruyants, alors Denny leur crie de sortir, s'ils ont fini de manger, car il ne tient pas une bibliothèque. Pendant qu'il se remet à cuisiner, un homme en turban lui demande une faveur, disant qu'il a besoin d'un des livres, car il contient le remède à la maladie de sa femme. En entendant cela, Denny dit simplement à Atelier que le type a besoin d'aide. Et la charmante servante dit qu'elle fera une exception. Juste cette fois. De nulle part, les autres demandent aussi s'ils peuvent en emprunter. Mais Denny les fait fuir. S'agenouillant devant la jeune femme, l'homme remercie Atelier pour la faveur et s'enfuit rapidement du restaurant. Denny voit d'autres clients arriver et commence à cuisiner à toute vitesse grâce à sa magie, ce qui inquiète Vivia, craignant qu'il ne s'épuise. Mais Denny pense qu'il en a besoin pour faire face à la demande et finit de préparer une table entière de nourriture en quelques secondes, ce qui étonne Atelier. Plus tard, il repense au moment où il était seul dans les rues, ses orteils gelant sous la pluie froide. À ce moment-là, il a vu une dame passer et laisser tomber un portefeuille. Mais au lieu de le voler, il s'approcha de la dame et le lui rendit. La dame fut surprise qu'il le rende, même s'il en avait plus besoin qu'elle. Et après avoir entendu sa réponse innocente, elle le ramena chez elle, où il fut choqué de se voir servir de délicieux mets à table. Au moment où il prit une bouchée, sa tristesse s'évanouit, emportant sa vie monotone. Et il devint vraiment heureux de son goût incroyable. Le visage souriant de la dame et son toucher chaleureux sont les dernières choses dont il se souvient, avant qu'il n'ouvre lentement les yeux. Allongé dans son lit avec une forte fièvre, il voit tout le monde le regarder avec un visage inquiet, tandis qu'ils lui disent qu'il s'est évanoui. Soudain, il essaie de se lever comme si de rien n'était, car il s'inquiète pour le restaurant. Mais quand il voit le visage inquiet d'Atelier, et que Baku lui dit qu'elle a déjà fermé pour la journée, il se recouche et s'excuse. En voyant l'expression triste d'Atelier, il demande ce qui ne va pas. Et Vivia explique qu'elle craignait qu'il n'ait attrapé une maladie dangereuse, et qu'elle ne le verrait peut-être jamais se réveiller. Denny rit en entendant cela, avant de se rendormir rapidement. Vivia dit aux filles que c'est probablement juste un rhume, comme le docteur l'a dit. Mais il pense que Denny est épuisé par trop de travail, à cause des nombreux clients qui le tiennent occupé, sans arrêt, depuis qu'ils sont revenus de la capitale royale. Cela dit, ils décident de le laisser se reposer jusqu'à son réveil et s'en vont. Mais Atelier reste derrière, tire une chaise près du lit et s'assied discrètement. Assise sur l'escalier à l'extérieur, Henrietta et Vivia souhaitent pouvoir faire quelque chose pour l'aider. Et c'est alors que Bako a la brillante idée de lui préparer du porridge. Vivia étant d'accord que la nourriture est essentielle à une bonne santé, cette idée enflamme Henrietta. Et elle remet son armure, parce qu'elle a peur du feu.
Puis elle saute joyeusement à l'arrière pour chercher des ingrédients. Sort une énorme tranche de viande qui n'a absolument rien à faire dans de la bouillie. Ce qui inquiète un peu Vivia. Mais quand elle sort son épée pour la couper, il tente rapidement de l'arrêter avant qu'elle ne coupe l'étagère en deux. Pendant ce temps, Buckle est en route pour écler avec plus de glace. Elle panique quand elle voit les deux idiots se battre et crier. Entendant le bruit, Cestus Peach arrive, inquiet de ce qui se passe. Pendant ce temps, Etley observe Denny halter, car sa fièvre ne montre aucun signe de baisse. Son sac de glace tombe sur le côté, et quand elle vérifie sa fièvre, elle pense que c'est de sa faute. S'il est si fatigué, se souvenant qu'il a tout donné pour elle, sachant qu'il sera toujours là pour la protéger, elle remet le sac de glace et prie pour qu'il se rétablisse vite. Au même moment, Denny rêve du moment où il a fait une farce à l'un des chefs, et s'est échappé par la fenêtre. Voyant cela, la chef demande ce qui s'est passé. Et l'homme explique que Denny a gâché son chou coupé, en le réduisant en poudre, affirmant que le petit vaurien fait ses farces, parce qu'il a oublié qu'il lui doit sa nouvelle vie. Pendant que le petit Denny jette un coup d'œil de l'extérieur, l'homme lui demande de le punir. Mais elle lui dit que cela ne sert à rien, car c'est le genre d'enfant qui comprendra par lui-même avec le temps, laissant le petit farceur stupéfait. Plus tard, il court avec enthousiasme, avec ce qu'il pense être le meilleur riz frit qu'il a cuisiné, car il l'a copié, en utilisant sa compétence de désassemblage sur le plat de la chef, à l'intérieur du restaurant des Blacks. Il marche discrètement en portant son riz frit, qu'il offre à la dame, qui est surprise qu'un jeune chef comme lui ait préparé quelque chose qui sent si bon. En entendant cela, il lui offre fièrement une bouchée, mais au moment où elle y goûte, le goût est si mauvais qu'elle en tombe malade. Les chefs et les serveuses se précipitent rapidement pour l'aider. Et quand la chef demande ce qui s'est passé, l'homme lui dit que Denny lui a servi du mauvais riz. Regardant le garçon inquiet, elle utilise simplement sa magie pour retirer la mauvaise substance, et dit avec confiance à la dame hésitante de l'essayer. Tout le monde regarde avec suspense tandis qu'elle prend une bouchée, et est surprise de voir à quel point c'est bon. Et elle lui dit que le petit cuisinier a juste manqué l'un de leurs assaisonnements spéciaux. Plus tard, quand elle est seule dans la cuisine, Denny passe, l'air très coupable, et s'excuse d'avoir utilisé la mauvaise compétence sur son riz. Mais elle lui rappelle gentiment l'importance d'utiliser la bonne compétence. Juste à ce moment-là, ils fond en larmes, car il était vraiment fier de son riz frit. Alors, elle lui apprend à être plus attentif à ses études et à écouter ses aînés. Denny est toujours surpris qu'elle savait qu'il avait utilisé la compétence de démontage et avait utilisé sa compétence combinée pour le réparer instantanément. Elle lui dit que ce n'est pas grave et on ne l'appelle pas la légendaire riz frit pour rien. Quand Denny entend son titre cool, il demande s'il peut être célèbre comme elle aussi. Et il se réjouit quand elle confirme. De retour au présent, alors que Vivia demande à Cestapiche pourquoi il est venu, l'homme admet qu'il a une grande passion pour la connaissance magique, et qu'il y a un livre spécial, parmi ceux hérités par Etley, qu'il voulait lire. Bien qu'il réalise que faire quelque chose pour Denny est bien plus important. Et au moment où Henrietta dit « bouillie », il dit qu'ils doivent cuire le riz. Quand elle répète que ils font de la bouillie et non du riz, l'homme de culture éduque les imbéciles que cuire le riz parfaitement est l'étape la plus importante pour faire une vraie bouillie. Et c'est pourquoi ils pensent qu'ils doivent d'abord apprendre à cuire le riz, en utilisant leur boucle magique et Vivia se range rapidement à l'avis du passionné de magie, qui divague sur sa passion pour la magie, avant qu'il ne devienne avocat. Buckle et Vivia comprennent l'importance de contrôler le feu magique avec une précision chirurgicale pour faire cuire le riz, et Cestapique suggère brillamment d'utiliser des flammes fantômes, car leur puissance peut être diminuée en utilisant moins de mana, tandis qu'Henrietta observe, perplexe, en arrière-plan. C'est alors que Vivia souligne le défaut majeur, que le feu fantôme ne rend pas le riz croustillant. Mais Henrietta rappelle à la folle qu'elles essaient de faire du porridge, au final, et ce n'est pas censé être croustillant. Pourtant, Cestapique n'est pas convaincu, et Baku propose d'utiliser une combinaison de flammes normales et fantômes pour le meilleur résultat. Mais Vivia soulève encore un autre problème étrange, qui donne mal à la tête à Cestapique. Pendant que les têtes d'ampoule de la magie continuent de théoriser la meilleure solution, Henrietta s'assied et boit du thé, tandis que Cestapique invente la technique ultime, où elles utilisent les deux types de magie du feu, avec un catalyseur. Et avant de passer à l'étape suivante, l'équipe magique est épuisée. Alors elle décide de faire une pause. Pile à ce moment-là, le gros Polvo débarque. Et Henrietta est heureuse de voir qu'il a un cadeau pour Denny. Mais le marchand Vérodi qu'il vend ses articles à moitié prix. Et Vivia n'est pas dupe de la combine évidente. Cependant, Henrietta remarque qu'il y a un cuiseur à riz sur la liste, rendant Cestapique sans voix. Polvo explique que le cuiseur à riz magique prépare un riz impeccable et croustillant. Mais Henrietta souligne qu'elle doit faire du porridge. Donc les flammes magiques sont le seul moyen. En entendant cela, le marchand en sueur sourit et dit qu'il a aussi un bon mode porridge. Et Henrietta demande si la magie du feu n'est pas nécessaire.
Polvo devient confus à son tour et demande pourquoi elle prévoit de faire cuire le riz avant de faire du porridge, quand tout ce qu'il faut, c'est faire bouillir de l'eau et ajouter du riz. Ce qui rend l'équipe magique embarrassée. Après le départ de Polvo et Cestapic, les trois attendent que le cuiseur à riz magique fasse son travail. Quand Ater descend et leur dit la fièvre de Denny semble baisser. Henrietta est ravie de l'apprendre, parce que cela signifie qu'il pourra manger leur bouillie. Mais quand Ater remarque qu'elles font une bouillie d'amateur, elle dit qu'il leur faut aussi des œufs. Cela dit, la jeune fille casse les œufs comme une pro, tandis que les trois la regardent bouche bée. Par derrière, pendant qu'elle mélange les œufs, Bucle confie qu'elle n'a jamais mangé d'œufs sucrés. Et Henrietta est d'accord. Quand Vivia dit qu'il ne peut pas manger d'œufs sucrés, Henrietta est surprise. Et sa réaction rend Bucle curieuse, se demandant si elle n'a vraiment aucune préférence alimentaire. Après y avoir réfléchi un instant, Henrietta se souvient qu'il y a une chose qu'elle n'aime pas, et dit que ce sont les chaussures en cuir. Avec un visage impassible, il faut à Bucle et Vivia un instant pour comprendre ce qu'elle a dit, tandis qu'elle leur raconte les tristes moments où sa famille mangeait des chaussures en cuir. Regrettant sa question, Vivia lui demande quand même pourquoi elle mangeait des chaussures. Et elle lui enseigne fièrement que son père disait que les chaussures en cuir sont faites à partir d'animaux, et les animaux sont comestibles, même si elle n'aimait jamais le goût. Voyant Bucle en larmes, Vivia dit aux filles d'arrêter la conversation, avant que ça ne devienne encore plus déprimant. Pendant ce temps, Ater mélange innocemment les œufs. Plus tard cette nuit-là, Denny se réveille de nouveau alors qu'Ater ouvre la porte. Il est sincèrement surpris de voir la bouillie aux œufs, qu'elle a préparée toute seule. Et une seule bouchée lui rappelle la chaleur qu'il a ressentie quand il a mangé le riz frit de son maître. Il remercie donc la petite cuisinière pour son délicieux dîner. Il lui demande ensuite si elle l'a vraiment faite. Et elle lui montre adorablement comment elle a mélangé les œufs, le rendant vraiment fier juste avant qu'elle ne lâche la bombe. C'est Polvo qui a fait la bouillie. Denny s'énerve quand il l'entend le dire une deuxième fois, demandant ce que Polvo faisait bon sang ici. Le lendemain, Henrietta fredonne joyeusement une chanson, en se promenant dans le marché, quand elle croise Vivia, qui est stupéfait par la taille de son sac à dos. Elle répond timidement qu'elle s'est un peu trop emballée pour le grand dîner. Et en chemin, un marchand est intrigué de ne pas voir les deux habitués au restaurant. Comme d'habitude, les deux lui disent que c'est un jour spécial, et se sourit, rempli d'excitation. De retour au restaurant, Bucle et Etli rentrent, et trouvent Denny en train de préparer des provisions, tout en portant fièrement le bracelet étincelant qu'Etlir lui a donné. Voyant la fille encore en tablier, il lui dit qu'elle n'a pas besoin de le porter partout où elle va. Mais Etlir refuse de changer car elle l'aime bien. Juste, à ce moment, Vivia et Henrietta reviennent, prêtes à partir. Alors Denny déclare qu'il est temps de se mettre en route. Avant de partir, Henrietta s'assure qu'il n'oublie pas l'essentiel, comme des serviettes, du savon supplémentaire et des seaux. Tout étant en ordre, il se dirige vers le bain public, pour se laver avant le grand festin, où Vivia perd complètement la tête, en voyant le physique musclé de Denny, et ses abdos en béton. Denny se cambre avec fierté et affirme que c'est à ça que ressemble un vrai homme. Et Vivia le couvre de compliments, le supplie de connaître le secret de son corps musclé. Mais Denny change de sujet, et demande à Vivia pourquoi il est plus faible qu'un manche à balai. Le garçon affirme qu'il n'a pas besoin de muscles, parce qu'il est un mage et même ainsi. Denny est exceptionnellement musclé pour un combattant, mais Denny dit que n'importe qui peut lui ressembler, s'ils font 2000 pompes en équilibre par jour, rendant évident qu'il n'est clairement pas humain. Après cela, Denny est indigné que le garçon ne soit pas entièrement nu, comme il devrait l'être dans un bain public, et le harcèle jusqu'à ce qu'il se déshabille, pendant qu'Henrietta lave joyeusement les cheveux soyeux à 8 couches, lisses. Une fois que les deux groupes ont terminé leur bain apaisant, ils se rassemblent à la table à manger, couverte des meilleurs plats et boissons que l'argent puisse acheter. Denny demande à Henrietta de faire les honneurs, en tant que passionnée de cuisine du groupe, et elle se sent soudainement timide d'être mise en avant. Elle se raidit comme des spaghettis secs, et prononce un discours robotique, sur sa gratitude pour tout. Mais quand Denny lui dit de se détendre, elle redevient elle-même, un peu loufoque. Henrietta révèle que, même si elle a squatté longtemps, elle est enfin fière d'annoncer qu'elle a trouvé un emploi. Ce qui lui vaut une ovation assise de la part des autres. Et Denny l'incite à donner les détails. Alors elle explique qu'elle a trouvé du travail à l'ordre de la nuit. La jeune femme dit qu'elle y a réfléchi longtemps. Et rejoindre l'ordre lui donne la chance d'aider les gens comme elle le souhaite. Après cela, Denny se tourne vers Vivia, et lui demande s'il a quelque chose à partager. Également, et le garçon révèle qu'il a aussi trouvé un nouveau groupe. Même s'il n'est pas très grand, il pense que c'est le premier pas de son voyage, pour devenir un grand mage. Les filles l'applaudissent. Et Henrietta dit qu'elle est contente qu'il ne soit plus tous les deux sans emploi. Mais il refuse d'être mis dans le même sac que la pique-assiette, car contrairement à elle, il a toujours payé ses factures. Et Denny se joint à eux pour la taquiner. Après cela, c'est au tour de Bucle
et elle dit qu'elle a décidé de rentrer chez elle. Après être devenue professeure à l'académie de magie, dans la capitale. Denny se souvient qu'elle a eu l'offre d'emploi, avant même d'être diplômée. Et Vivia la fait rougir avec un compliment sincère. Cela dit, Denny lève son verre à un nouveau chapitre dans la vie de chacun. Et le festin de barbecue grésillant commence. Tandis que Denny boit de la bière comme s'il n'y avait pas de lendemain. Etlier montre à Buckle ses talents de grillardin. Voyant cela, Vivia est heureux que Buckle et Etlir s'entendent si bien. Mais il se sent aussi triste, sachant qu'ils vont tous prendre des chemins différents bientôt, ce qui attire rapidement l'attention de tous. Vivia avoue qu'il sera assez seul, faisant se demander à Henrietta si elle ne devrait pas reporter son travail un moment. Mais Denny traite le duo émotif d'idiot. Il leur dit de ne montrer aucune hésitation, et de s'en tenir au chemin qu'ils ont choisi. Ces sages paroles réconfortent Buckle et Vivia. Et Henrietta est surexcitée. Elle dit qu'elle est prête à quitter la ville dès demain. Mais Etlir rappelle à la jeune fille d'un air suffisant que son travail n'a pas encore commencé. Après ça, Denny met du riz dans un bol et fait étalage de ses talents culinaires. Des rayons de lumière jaillissent de la poêle, tandis qu'il ajoute l'assaisonnement et remue comme un pro, laissant tout le monde stupéfait, avec son riz frit 5 étoiles qui met l'eau à la bouche. Le groupe se prépare à se régaler. Mais les étranges bruits de mastication d'un marchand en sueur et englouti du riz juste à côté attirent leur attention. Polvo avoue qu'il n'a pas pu se retenir, après avoir senti quelque chose d'aussi bon. Et Denny le reconnaît comme étant ce marchand louche, qui a jadis essayé de le surenchérir pour Etlier. Mais quand il oublie son nom, Polvo est abattu, cependant. Dès qu'Etlier prononce son nom, le gluant essaie de la conquérir et de la faire travailler dans sa boutique. Mais Denny le fait taire et lui dit de ne pas toucher à son égérie. Mais il remercie l'homme pour l'avoir aidé avec le cuiseur Harry, ce qui lui a permis de savourer le délicieux porridge aux œufs d'Etlier, qui était si bon qu'il compte le mettre au menu. Cela dit, Denny demande poliment au marchand louche pourquoi il s'était montré. Mais Polvo le supplie de ne pas le traiter de pervers, devant à terre. Ensuite, Polvo dit qu'il a entendu parler du grand festin, et voulait régaler Denny, ainsi que les autres avec une offre généreuse de bœuf de premier choix, de Agen. Voyant cela, les trois bavent comme des fous et acceptent volontiers son offre. Dès que Polvo sort ses couteaux emblématiques, les filles lancent la viande en l'air. Et Denny la découpe avec une précision affûtée en parfait morceau de la taille d'une bouchée, prêt à griller. Pendant que tout le monde est stupéfait par le goût de la viande, Polvo déprime, parce qu'il voulait seulement régaler Etlier avec sa viande, voyant la mignonne nourrir Denny. Polvo brûle de jalousie et se met à pleurer, disant qu'il veut qu'elle le nourrisse aussi. Denny lui demande de choisir, et elle décide d'exaucer le souhait du grand gaillard, qui s'évanouit d'une hémorragie nasale après une seule bouchée. Une fois le dîner terminé, Vivia dit à Denny qu'il voulait poser une question personnelle depuis longtemps et mentionne comment le juge l'a appelé. Denny Blacks au tribunal, ce qui l'a fait se demander si Denny avait des liens avec le restaurant des Blacks. Denny explique qu'il a eu ce nom de famille de la matriarche, qu'il a adopté. Mais il a cessé de l'utiliser après une dispute avec elle. En entendant parler de la dispute, Vivia devient curieuse. Alors Denny raconte que c'est arrivé quand il a atteint le niveau 99, et qu'il n'avait pas réalisé à l'époque qu'elle essayait juste de le garder humble. Vivia est choquée que quelqu'un comme Denny ait pu être arrogant. Bien que cela ait du sens car c'est un exploit d'atteindre le niveau 99 à son jeune âge. Denny sourit et dit qu'il pensait atteindre le niveau 100 tout aussi facilement. Alors il a quitté le restaurant des Blacks pour faire ses preuves et montrer à la chef de quoi il était capable. Et peu après cela, il a rejoint le bataillon des ailes d'argent, où il est resté le plus longtemps, même s'il le traitait bien. Il n'a finalement jamais atteint le niveau 100. De retour en ville, les deux filles habituelles s'enthousiasment pour ce qu'elles vont manger ce soir-là. Mais quand elles arrivent au restaurant, elles lisent un avis, disant qu'il est fermé pour affaires personnelles. Et leur excitation retombe aussitôt. Soudain, une paire de voyous pousse brutalement l'une des filles. Et quand son ami essaie d'intervenir, il la menace avec un couteau avant de partir. Voyant qu'ils veulent se battre, la fille blonde invoque un arc magique et tire une flèche, pile là où ça fait mal, tandis que son ami utilise sa magie pour punir l'autre. Alors que les filles rient après leur avoir rendu justice, elles remarquent une foule bruyante rassemblée devant le restaurant, à cause d'un incendie. Pendant ce temps, Denny est épuisée par toute la boisson. Et Henrietta dit qu'elle veut faire des fêtes comme ça, aussi souvent que possible à partir de maintenant. Mais l'ambiance devient sérieuse quand l'huitière s'arrête soudainement, après avoir repéré un incendie au loin, juste à côté du restaurant. Denny regarde avec confusion tandis que Vivia se demande si c'est feu de joie ou quelque chose comme ça. Mais quand la vérité le frappe de plein fouet, il s'enfuit à toute vitesse, en priant pour que ce ne soit pas ce qu'il imagine. Mais la réalité est cruelle, ils sont tous pétrifiés d'horreur, à la vue du lieu où tout a commencé, entièrement consumé par les flammes. Pendant que Denny est perdu, ne sachant que faire, les spectateurs hurlent pour que quiconque maîtrisant la magie de l'eau vienne aider. Et quand Buckle lui demande ce qu'il devrait faire,
Il sort de sa torpeur à cet instant. Le duo habituel révèle alors que les deux hommes ligotés étaient derrière l'incendie, et Vivia les reconnaît immédiatement comme des membres de la faction Brume de Nuit. Les voyous hurlent que Denny l'a bien mérité, parce qu'il a pris la grosse tête. Tandis que l'autre horrive tout le monde en criant que le bataillon d'argent, Housework Dot, et la faction Brume de Nuit le détestent tous au plus haut point et veulent le détruire. Denny sent le sol se dérober sous ses pieds quand ils affirment que lui et ses amis souffriront jusqu'à leur dernier souffle. Une fois l'incendie maîtrisé, il pénètre dans le bâtiment en ruine, se remémorant à quoi ressemblait le chaleureux restaurant de ses rêves avant l'incendie. Soudain, les sanglots d'Henrietta brisent le lourd silence, tandis que Vivia pense que c'est de sa faute, parce que Denny s'est fait des ennemis en l'aidant. Buckle se sent également coupable, puisque la troupe Brume de Nuit l'a attaqué à cause d'elle. Mais Denny leur assure qu'ils n'ont rien fait de mal. Il est plutôt choqué que le bataillon d'argent soit impliqué et suppose que 8 ans. L'oncle Joseph a probablement donné l'ordre au capitaine Vigo, qui a ensuite utilisé la troupe Brume de Nuit pour faire son sale boulot. Il réalise qu'il a été trop arrogant, et s'est retrouvé avec plus d'ennemis qu'il ne peut en gérer. Mais Vivia insiste qu'il n'a rien fait de mal, et qu'il devrait riposter contre tous, pour s'en être pris à lui, comme il le fait toujours. Denny le coupe court, affirmant qu'il peut simplement ouvrir un autre restaurant. À ce stade, il est fatigué et se sent reconnaissant que personne n'ait été blessé. Le voir abandonné rend les filles folles. Mais il dit que la vengeance n'est pas aussi simple qu'elle le pense, bien qu'il soit fort seul. Les nobles du royaume et le parti dominant ont suffisamment d'hommes pour l'écraser. Alors il se force à sourire, et leur dit à toutes de rentrer chez elles pour la nuit. Tandis qu'il s'éloigne discrètement, Vivia demande où le fougueux Denny, celui qui était prêt à combattre tout le royaume pendant 8 ans, est allé. Et Denny répond que sa tête est bien plus froide maintenant. Après cela, il vérifie le coffre-fort, qui contient toujours l'argent. Et Étlier lui demande s'il est vraiment d'accord avec sa décision. Il dit que c'est bon car s'il riposte, ses ennemis ne feront que devenir plus féroces, et il pourrait finir par perdre quelqu'un si les choses tournent mal. Alors il est satisfait de s'en sortir tant qu'il le peut. Dehors, un gang de voyous encercle Vivia, et les filles de tous les côtés. Pendant ce temps, Étlier demande doucement à Denny si elle peut toujours rester avec lui. Mais Denny lui dit de ne pas être si formel, puisque Joseph ne l'a puni que pour son manque de respect. Au tribunal, il s'excuse également, car les livres qu'elle a hérités de son père ont maintenant disparu dans l'incendie. Étlier répond qu'elle est d'accord avec ça. Mais la seule chose qu'elle ne supporte pas est de voir Denny avec un visage triste. Après cela, elle lui fait un chèque, et il promet de revenir leur rendre visite, une fois que les choses se seront calmées dehors. Vivia et les filles sont confuses de voir toutes les personnes rassemblées. Et quand Denny sort avec Étlier, tout le monde le fixe avec un visage sérieux. Buckle dit qu'ils ne le laisseront pas s'éclipser dans l'obscurité. Et Henrietta le traite de lâche fini. Quand il leur demande la raison, Vivia explique que Denny est le genre de personne qui ne supporte pas de voir les autres se faire du mal. Mais quand c'est son tour, il ne se soucie pas de se blesser lui-même. Le garçon lui demande s'il ne comprend toujours pas pourquoi ils sont rassemblés pour lui, au milieu de la nuit. Les trois crient que tout le monde se soucie de lui. Alors quand il est triste ou blessé, ils se sentent tristes et blessés aussi. Vivier lui rappelle qu'ils sont tous des parias, tout comme lui. Donc ils sont prêts à être de nouveau exclus quand le moment viendra, mais il dit que ce n'est pas le moment, car il y a beaucoup de gens qui veulent qu'il reste. Et ils sont prêts à tout faire pour le garder en ville. Les filles disent qu'il est à sa place ici, et personne ne peut le chasser, tant qu'elles sont à ses côtés. Et juste quand il s'y attend le moins, Polvo apparaît aussi en disant que personne n'ose blesser son 8 ans et s'en tirer comme ça. Les deux dames habituelles se joignent aussi. Et les hommes en armure verte, dont il ne se souvient absolument pas, viennent aussi montrer leur soutien. Les filles disent à Denny qu'il est temps pour lui d'arrêter son numéro de dur à cuire, et de se battre avec elle. Et Vivia l'exhorte à tenir bon à ce qu'il chérit le plus. En voyant tout cela, Denny se sent nul, car c'était lui qui disait toujours aux autres de s'accrocher à ce qui est précieux. Et maintenant il reçoit ses propres paroles en retour, juste au moment où il était sur le point d'abandonner son rêve. À ce moment-là, Étlier tire sur sa chemise, et quand il voit le regard dans ses yeux, il lâche le sac et se prépare à tenter sa chance. Tout le monde applaudit en le voyant motivé. Et il dit qu'il ne veut pas être vu comme un lâche. Après tout, cela embarrasse Henrietta. Et elle ne l'a dit que pour le motiver, avant qu'elle ne change rapidement de sujet pour décider un nom pour leur équipe. Buckle est d'accord que cela les fera paraître officiels. Alors Étlier suggère de l'appeler le restaurant des parias. Denny trouve le nom un peu rude, mais il leur convient plutôt bien. Et avec cela, Vivia demande au chef du restaurant des parias de faire un discours. Alors Denny déclare que son équipe et les habitants de la ville écraseront leurs ennemis, et qu'ils iront aussi loin que nécessaire pour s'assurer que justice soit rendue aux méchants qui ont incendié ses rêves.
Après ça, Vivia lui demande quel est son plan exactement. Et ça déconcerte Denny. Juste à ce moment, Katy l'interpelle. Elle réalise qu'il est trop tard. Elle le prend à part pour s'excuser, au nom de tout le groupe. Mais il lui dit que ce n'était pas sa faute. Quelques heures plus tôt, Katy lui raconte comment le capitaine Vigo a demandé à un homme encapuchonné s'il avait parlé du plan à la troupe de la Brume Nocturne. Et l'homme a demandé s'il était sûr de son idée de brûler le restaurant. Vigo a précisé qu'il n'avait informé que ce groupe de la situation, et que c'était entièrement leur choix, de la manière dont ils mèneraient la tâche. Et quand l'homme a tenté de discuter, le capitaine lui a demandé s'il avait un problème. C'est à ce moment-là que Katy a couru aussi vite qu'elle le pouvait, pour l'avertir avant que cela n'arrive. Denny lui dit de ne pas s'en faire, et lui demande plutôt quels sont les prochains plans de Vigo, car il doit l'arrêter. En entendant cela, Katy dit qu'elle est aussi en faute d'avoir laissé Vigo faire ce qu'il voulait, et s'incline pour s'excuser car elle est toujours la vice-capitaine de l'aile d'argent du bataillon et elle ne peut pas l'aider dans son plan contre son propre groupe. Elle s'éloigne après ça, et Denny dit qu'il en demandait trop, vu qu'elle est aussi l'une des victimes de Vigo. En entendant cela, Katy dit qu'elle est sur le point de se parler à elle-même, et lui révèle un secret. Le lendemain matin, le groupe de bannis part en chariot à chevaux, où Denny choque son équipe, avec le fait que le chef cuisinier du restaurant Black, et son parent adoptif, Jean Black, est de niveau 100. Les trois pensent instantanément que son maître est peut-être une sorte de monstre, déguisé en chef cuisinier, le rendant inquiet face aux bêtises qu'ils imaginent. Toujours sous le choc, Buckle dit qu'atteindre le niveau 100 n'est pas une plaisanterie. Et Vivia explique que le niveau 60 est la limite pour les gens normaux, et que seuls quelques individus talentueux atteignent 80. Très peu atteignent un niveau supérieur à 90, même après s'être entraînés toute leur vie. Et ceux qui atteignent le niveau 100 entrent littéralement dans les livres d'histoire. Le garçon lui demande s'il comprend même cela. Et Denny répond que ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi il est si excité. Vivia poursuit en disant que le meilleur aspect d'être au niveau 100 est que cela place son maître dans la même catégorie que les rois, et répète s'il comprend à quel point c'est énorme. Denny est surpris de voir le garçon de si bonne humeur, après si longtemps, et lui dit de se calmer. Car bien qu'il soit d'accord avec ce qui a été dit, son maître a atteint son niveau, uniquement grâce à ses compétences culinaires. C'est pourquoi elle est bien plus faible au combat que lui. Mais même dans ce cas, il est sûr que personne n'est meilleur qu'elle en cuisine. Et elle a d'innombrables connexions avec des personnes puissantes dans la capitale. Et c'est pourquoi il n'y a personne de mieux qu'elle, à qui il peut se tourner pour obtenir de l'aide. Cependant, Vivia se demande si elle les aidera vraiment. Et Buckle espère qu'elle ne leur claquera pas la porte au nez. Denny confirme que cela pourrait bien arriver. Dans la ville, tout le monde porte des robes blanches, pour garder leur identité cachée, et suit le plan que Denny leur a donné, pendant qu'ils rencontrent la personne spéciale. Vivia se dirige vers un salon de coiffure, où il demande poliment à la dame si elle peut lui rendre un service. Et la dame, enchantée par son charme, accepte joyeusement, et quand Vivia lui fait un sourire, son visage devient rouge comme de la soupe de tomate bien chaude. D'un autre côté, Buckle répète à son équipe que la mission est de prendre contact avec chaque mage et sage célèbre de la capitale royale. Mais les filles mages se demandent si leurs cibles sont même disposées à écouter des inconnus comme elles. Buckle leur assure qu'elles le feront si les filles parlent exactement comme elles l'ont prévu et les motivent. Pendant ce temps, Henrietta rend visite à Sester Peach et le met au courant de la situation tragique. Elle lui demande s'ils ne peuvent pas se battre légalement, puisqu'ils ont déjà les coupables en garde à vue. Mais l'avocat précise que même s'ils le font, le parti de l'aile d'argent et les nobles impliqués continueront de rendre les choses difficiles, même si le capitaine de la Brume chevaleresque est mis en prison. Cependant, Henrietta s'attendait à cette réponse, et dit à l'avocat que son équipe a déjà un plan, ce qui le rend très intéressé à l'écouter. Ailleurs, à proximité, un groupe de travailleurs décharge lentement des boîtes de chariots. Mais Polvo dit aux gars qu'ils n'auront pas fini avant le coucher du soleil, s'ils continuent comme ça, et leur ordonne d'y mettre un peu d'énergie. En entendant cela, deux de ces hommes se souviennent de la rumeur, selon laquelle le patron bizarre crie sur ces hommes, et les fait travailler si dur, qu'un jour ils se transforment en marchands, avec des compétences commerciales aiguisées et une personnalité étrange. Tout comme lui, Alvo effraie les paresseux. Puis remarque Etlier fixant l'une de ses boîtes. Quand il lui demande ce qui a attiré son attention, elle l'interroge sur l'objet à la forme étrange. Alors il explique que c'est un appareil qui rend la voix de l'utilisateur forte. Il est triste qu'il soit cassé, car il en a vraiment besoin pour tenir ses hommes à carreau. Soudain, l'homme portant un turban reconnaît Etlier comme la fille qui lui a prêté le grimoire, quand il a demandé à Denny s'il pouvait l'emprunter, car il contenait un traitement pour la maladie de sa femme. Il lui rend le livre et la remercie, car sa femme a survécu grâce à cela. Etlier rougit en entendant cela. Et quand l'homme demande s'il peut lui rendre l'appareil, il remarque les hommes de Polvo transportant de lourdes boîtes à l'arrière. L'homme dit qu'il est un mage très connu,
et qu'il en sait beaucoup, en matière de magie du vent avancé. Polvo l'accueille avec joie dans l'équipe. Après cela, l'équipe des exclus et compagnie continue à établir des liens avec autant de personnes que possible en ville, qu'elles le peuvent. Et Denny arrive également devant le restaurant de Black. Il s'approche de la poignée, mais hésite un instant, se souvenant de l'époque où il avait impoliment dit à son maître qu'elle ne pouvait plus rien lui apprendre, et était sorti par la même porte devant laquelle il se tient maintenant. Même alors, il l'ouvre. Et le personnel lui dit qu'ils sont encore en train de tout préparer. Mais leurs mâchoires se décrochent quand ils reconnaissent son visage. Denny essaie de faire profil bas. La femme de ménage crie que le chef Denny est de retour. Et il ne faut pas longtemps avant que chaque chef et serveur du restaurant se rassemble pour lui demander comment il va. Un chef plus âgé est vraiment ravi de le revoir. Mais Denny lui fait savoir qu'il est venu voir sa maîtresse. Puis il entend Asmok lui souhaiter la bienvenue. Et il lui demande si elle a remplacé son poste. Mais elle secoue la tête et dit qu'elle n'est qu'une prétendante, car elle ne pourra jamais vraiment prendre sa place. Après cela, elle le conduit vers le chef cuisinier, et le raccompagne jusqu'à l'entrée de la cuisine. En voyant sa maîtresse après si longtemps, il entre timidement, et lui demande comment elle va. Après une courte pause, elle fait semblant d'être surprise et l'appelle l'idiot du riz-frit. Ce qui donne à Denny l'impression d'être de retour chez lui. Quand il lui demande pourquoi elle lui sourit silencieusement, elle dit qu'il a l'air bien mieux que quand il est parti, et demande à Denny s'il a trouvé sa réponse. Il admet avec regret qu'elle a peut-être raison à son sujet. Ne jamais atteindre le niveau 100, après tout ce qu'il a vécu durant son voyage. Alors Jean lui demande ce qui ne va pas, car elle sait déjà qu'il n'est pas revenu sans raison. Et Denny lui dit qu'il a appris d'un ami du groupe L d'Argent que toutes les personnalités importantes de la capitale se réuniront pour un grand banquet prochainement. Cathy a dit que le juge de la cour royale, Joseph de la maison Workstad, le capitaine Hopper de la troupe de la Brume Nocturne, et enfin le capitaine Vigo du bataillon L d'Argent, seraient tous à cette fête. Après cela, elle a dit à Denny qu'elle espérait qu'il comprendrait, et lui a laissé le reste. Après quoi les deux se sont séparés. Sa maîtresse reconnaît instantanément que c'était une liste de noms des plus grands fauteurs de troubles. Et Denny lui dit que, bien qu'il ne sache pas ce qu'il complote, il sait qu'il n'y a pas de meilleur moment pour frapper que lorsqu'ils sont tous réunis dans une même pièce. Jean lui demande ce qu'il veut qu'elle fasse. Et tout ce qu'il demande, c'est la date et le lieu du grand dîner. Puisque cela devrait être un jeu d'enfant, pour le chef de renommée mondiale, ayant des relations haut placées. En entendant cela, Jean lui demande quels sont ses plans, car elle ne peut pas le laisser gâcher un dîner en étant chef. Tandis qu'il serre fort le bracelet, qui représente ce qui est important pour lui. Il déclare qu'il doit faire la pire chose qu'un cuisinier puisse faire. J'en arrive pas à croire que la première chose qu'elle entend de son fils adoptif, après si longtemps, soit quelque chose d'aussi scandaleux. Et Denny jure qu'il n'avait pas vraiment prévu ça non plus. Puis elle explique qu'elle l'avait toujours pris pour le genre de garçon qui s'enflammait quand il s'agissait d'aider les autres, mais abandonnait dès qu'il rencontrait des problèmes lui-même. Alors elle lui demande ce qui l'a poussé à prendre des mesures aussi drastiques maintenant. En entendant cela, les mots d'Henrietta, Vivia Bucle, et de tous les autres habitants de la ville défilent dans son esprit et Denny dit à sa maîtresse qu'il fait tout ça pour les gens qui aiment sa cuisine et son restaurant de rêve. Ce qui fait sourire Jean et elle admet qu'il a appris quelques trucs pendant son voyage, après tout. Mais Denny répond qu'il a encore un long chemin à parcourir. Cela dit, la chef cuisinière accepte de lui donner ce qu'il cherche, seulement s'il écoute attentivement. Et lui rappelle que, bien qu'elle lui ait tout appris, ce dont il avait besoin pour survivre dans le monde, et toutes ses techniques de cuisine, il y a encore une chose qu'elle ne lui a jamais dite. Pendant tout ce temps. En entendant cela, Denny demande curieusement ce que c'est. Et elle révèle que c'est le secret pour atteindre le niveau 100. Après ça, Denny sort et se gratte la tête maladroitement. Car, ce secret lui aurait rendu la vie beaucoup plus facile. Plus tard cette nuit-là, Asmok lui remet les informations sur la réunion que sa maîtresse lui a envoyée, et avec ça, il dit à la bande qu'il est temps d'y aller. De retour au QG de l'Aile d'Argent, Cathy demande au capitaine Vigo où il se rend. Et ce dernier lui répond qu'il a de sérieuses affaires de capitaine à régler. Alors elle fait semblant de n'être au courant de rien, et souhaite bonne chance au capitaine. Pour sa réunion, Vigo pense que l'endroit où il se rend est une perte de temps totale. Mais il sait que cela l'aidera à atteindre son objectif. Puis il se remémore le passé, quand il n'était qu'un jeune garçon fauché, qui peinait chaque jour dans les fermes. Et la seule personne avec lui à l'époque était son frère malade. Un couple de fermiers des environs eut pitié des garçons, qui avaient perdu leur père à cause d'une maladie, tandis que leur mère les avait abandonnés pour épouser un autre homme. Après le travail, la gentille dame, propriétaire de la ferme, remercia Vigo pour ses efforts, avec un panier de fruits, sachant qu'il gagnait si peu, qu'il devait donner la plupart de sa nourriture à son frère. Remarquant que sa houe était vieille et usée, elle lui offrit même de lui en acheter une nouvelle.
Après son départ, Vigo s'avoua à lui-même qu'il était heureux d'avoir son frère malade. Puis il arbora un sourire de vilain, car il était bien trop facile de tromper les riches, pour qu'ils soient généreux. Plus tard ce jour-là, le fils de la dame eut du mal à retenir son chien Noah, qui aboyait furieusement sur Vigo, comme toujours. La dame se demanda à voix haute pourquoi il n'aboyait que sur Vigo, et cette question lui tapa sérieusement sur les nerfs. Alors il craqua et battit le chien à mort. La mère et le fils furent complètement horrifiés lorsqu'ils découvrirent le corps le lendemain matin. Vigo observe silencieusement le garçon en pleurs de loin, et se souvient comment son petit frère avait essayé de l'arrêter. Mais il se mit en colère, que ce sale clébard recevait une meilleure nourriture qu'eux, et porta le coup de grâce. Son petit frère resta silencieux, même s'il voulait pleurer. Juste à ce moment-là, le majordome arriva en courant, et annonça à la dame qu'il avait trouvé une oue ensanglantée dans l'incinérateur. Alors elle demanda avec inquiétude à Vigo s'il l'avait utilisée, et le garçon mentit en disant qu'il l'avait oublié là, faisant semblant d'être choqué que quelqu'un l'ait utilisé pour un meurtre. Cependant, le majordome remarqua une petite tache de sang sur la chemise de son frère, alors que le vieil homme saisissait le bras de son petit frère, et l'accusait du crime. Vigo lui donna un coup de pied violent dans le dos, et avoua que c'était lui qui l'avait fait. En entendant cela, la dame décida qu'il devait être puni. Et plus tard cette nuit-là, tandis que son frère l'attendait au lit, Vigo rentra enfin, le dos couvert de cicatrices. En voyant la réaction de son frère face à ses blessures, Vigo fut frustré et, dès le lendemain, il incendia tout le manoir. Alors que tous les résidents regardaient, choqués, de l'extérieur, il se vanta fièrement auprès de son petit frère, d'avoir volé tout ce qu'il possédait, et qu'ils étaient maintenant aussi ruinés qu'eux. Cependant, il n'était toujours pas satisfait, car il visait à atteindre des objectifs bien plus grands. Cependant, quand il dit à son frère de venir avec lui, l'enfant terrifié était déjà parti. À partir de ce jour, il mania son épée jour et nuit, même lorsque le temps devenait rude, jusqu'à ce que ses mains soient calleuses et dégoulinantes de sang. Après cela, il défia une bande de voyous, qui se moquaient de lui, pensant qu'il pouvait les affronter avec son petit bâton. Mais ils le regrettèrent vite, après qu'il les eut complètement détruits en quelques minutes seulement. Ensuite, Vigo vola tout leur équipement et, peu de temps après, il rejoignit le groupe des Crocs d'Argent, où le capitaine Gadius le complimenta, et dit qu'il attendait de grandes choses de cette recrue, qui était de niveau 80, tout comme lui. Lors de sa première mission, il stupéfia les membres du groupe, en battant le 5e monstre d'affilée, tout seul, puis dit aux autres d'avancer, pendant qu'il s'occupait du reste. Plus tard, le capitaine le prit à part, et lui demanda pourquoi il combattait toujours seul, alors qu'obtenir l'aide des membres de son groupe serait bien plus facile. Vigo répondit qu'il lui était simplement plus facile de tout faire seul, et le capitaine réalisa qu'il visait à atteindre le niveau 100. Également, alors Gadius donna un conseil au garçon, l'avertissant que les groupes n'étaient pas faits pour la montée en niveau. Mais Vigo a esquissé un sourire discret, et à ce moment précis, un dragon colossal est apparu derrière lui, faisant ainsi réaliser à Gadius qu'ils étaient entrés sur le territoire d'un dragon. Gadius n'était toujours pas inquiet, car le dragon était d'une race passive. Mais Vigo a soudainement lancé un poignard dans son œil, et s'est enfui pendant que le capitaine lui demandait pourquoi il avait fait ça, laissant l'homme derrière lui devenir la nourriture du dragon. De retour au QG de la Croc d'Argent, les membres du groupe n'arrivaient pas à croire que leur capitaine était mort à cause d'un simple dragon des cavernes, et on dit à Vigo qu'il devrait prendre la relève en tant que prochain capitaine, puisqu'il était le plus fort d'entre eux. Comme il l'avait prévu, Vigo a accepté avec joie. Et sous son commandement, beaucoup d'aventuriers ont commencé à partir, car il a utilisé son nouveau statut pour établir des contacts, et faire le sale boulot pour les nobles. Même si ces hommes continuaient de partir, Vigo a continué à conclure des accords avec des personnages louches. Et un jour au bar, il a dit à Cathy que l'ancienne Croc d'Argent était déjà morte. Alors il la renommerait le bataillon de l'aile d'argent, pour lequel il recrutait la nouvelle génération, qui dirigerait le pays. C'est pourquoi, il lui a demandé de le rejoindre pour devenir la plus forte. Et Cathy a bien aimé l'idée. De retour au présent, une voix tire Vigo de ses pensées. Et il entre dans un manoir où la réunion était prévue. À l'intérieur, il frappe à la porte de la pièce, où Sir Joseph l'attend. Mais la première chose qu'il fait est de fermer le rideau, pour s'assurer que personne ne les voit ensemble. Joseph lui rappelle qu'il avait déjà réservé tout l'hôtel, à sa demande. Mais Vigo répond qu'il aime être minutieux. Plus tard, l'oncle Sal dénigre Atlia, et se vante avec suffisance qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Tandis que Vigo rapporte qu'il ne reste même plus une trace du restaurant, et félicite le capitaine Hopper pour son bon travail. Hopper répond que c'était un plaisir de se venger de Denny, et Vigo l'assure qu'il n'a rien à craindre, même s'il se fait arrêter car le juge en chef de la cour royale est une de leurs chères amies. Le salaud Barbury, pensant qu'ils forment une équipe invincible, composée des personnes les plus puissantes de leur domaine. Mais Joseph rit plus fort et le corrige.
disant qu'ils sont bien plus que ça, car ils comptent gouverner tout le royaume. Dans l'ombre très bientôt. Il prétend que tout le monde, même la famille royale de Kingland, sera forcé de lui obéir. Et dit qu'il doit tout cela à Denny, qui a réuni l'équipe de 4 méchants. Alors que les hommes lèvent leur verre, un serveur entre soudainement et met Vigo en furie, car il est entré sans permission. Mais le gracieux Sir Joseph lui dit de se calmer et d'écouter ce que le jeune homme a à dire. Le jeune homme explique que le chef a oublié de servir un dernier plat. L'homme lui permet donc de le laisser après l'avoir servi. Mais les 4 hommes regardent avec suspense quand ils voient une lumière aveuglante sous le couvercle, qui s'avère n'être rien de plus que du riz frit. Voyant qu'ils sont déçus, et après que le serveur explique que c'est la spécialité du chef, Vigo lui dit de dégager. Mais Sir Joseph dit au jeune homme d'attendre, tandis qu'il avale cuillère après cuillère de ce riz scandaleusement bon, et dit que c'est tout simplement trop bon. Voyant cela, Vigo avertit le noble de soigner ses manières. Mais Joseph insiste pour qu'il le goûte lui-même, disant qu'il n'aurait jamais cru que un plat fait pour les paysans puisse avoir un si bon goût. Entendant cela, Hopper et le juge royal prennent aussi une bouchée. Et ils sont tellement choqués que Sir Joseph ordonne immédiatement au serveur de dire au chef d'en faire plus, proposant même de donner à l'homme l'honneur de travailler directement sous ses ordres. Après le départ du jeune homme, Vigo est dégoûté par le porc, qui se prend pour un grand homme, même s'il n'a aucune formation en magie ou en manière. Il pense que Hopper est tout aussi stupide, que le juge n'est rien d'autre qu'une ordure, utilisant sa position pour un gain personnel. Il sourit en s'imaginant les utiliser tous comme des tremplins, et ensuite les punir brutalement en public, pour devenir le héros, qui a sauvé la nation d'une bande de criminels corrompus. Cela lui vaudra un titre officiel, et fera de lui un puissant noble, lui permettant de s'élever davantage, et un jour de prendre le contrôle du royaume, peut-être même du royaume voisin, comme son rêve de toujours après cela. Il prend finalement une bouchée, sur l'insistance de Joseph, et juste au moment où il réalise qu'il a déjà goûté ça, la porte s'ouvre en grand, et le chef nommé Riz Frit légendaire, qui a été convoqué par Sir Joseph, entre. Cependant, le chef rejette rapidement l'offre, alors qu'il retire son sac et déclare qu'il est temps pour cet homme de le rembourser, pour avoir incendié son restaurant. Joseph ordonne à Vigo de faire quelque chose, et le capitaine demande à Denny quel est son plan. Alors il répond calmement qu'il va tous les tabasser. En entendant cela, Vigo se demande ce qu'une telle imprudence pourrait accomplir, à part le faire pendre. Mais Denny répond qu'il ne s'en soucie plus. Puis il dit poliment qu'il est furieux comme jamais, et crie en utilisant sa compétence d'intimidation, disant aux hommes qu'ils regretteront d'être nés, faisant tomber les hommes à genoux de peur. Joseph le supplie de se calmer, mais Denny utilise à nouveau sa compétence, les effrayant encore plus. À ce moment-là, Joseph propose de lui accorder tout ce qu'il désire. Alors Denny exige nonchalamment que les 8 niveaux, parents et livres soient restaurés tels qu'ils étaient. Joseph admet qu'il ne peut pas faire ça, mais le supplie de s'asseoir pour une discussion civilisée, promettant de lui donner tout le reste qui est possible. En entendant cela, Denny demande aux hommes s'ils vont admettre avoir incendié son restaurant. Mais ils refusent de répondre. Alors il crie à nouveau, et force les fouines à plaider coupables. Il leur ordonne ensuite de parler plus fort, et d'admettre clairement qu'ils ont utilisé la faction Silverwing pour incendier son restaurant, par l'intermédiaire des hommes du capitaine Hopper, et ont fait étouffer l'affaire par le juge royal. Alors que les hommes tremblent de peur, Joseph jure qu'il n'a pas tout manigancé seul. Pendant que Vigo réalise enfin que Denny utilisait hurlements de terreur depuis le début, Joseph le fait paniquer en admettant que tous les 4 étaient derrière tout ça, n'est-ce pas? Puis Denny demande à Vivia s'il a tout enregistré. Et le garçon, usant de magie éolienne, pour transmettre leurs mots à travers la capitale, dit que c'était clair et fort avant de sauter. Au moment où Diego tente de l'éliminer, le chef de l'aile d'argent est choqué en regardant dehors, et voit tous les puissants nobles, qui ont tout entendu, attablés en bas. Et Denny souhaite la bienvenue à Vigo dans son temporaire nouveau restaurant, avec un grand sourire. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.